à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier format organisé par la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, présidentielle 2022, la santé, parlons-en. Vous pouvez suivre cette émission sur le site de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté et également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas chez vous à poser des questions, à commenter, des modérateurs sont là pour vous répondre. Dans quelques instants vont me rejoindre en plateau 5 représentants locaux des candidats à l'élection présidentielle. Ils vont nous présenter les axes santé et protection sociale de leur programme. Mais auparavant, je suis accompagnée de Bruno Herry. Bruno Herry, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Alors, la Mutualité française est la première fédération de mutuelles en France. Elle représente 129 mutuelles en région et plus d'1 million de personnes protégées. Alors Bruno Herry, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous attendez de cette émission ? Bien, tout d'abord, moi, je tiens à remercier les représentants des candidates et candidates présents aujourd'hui à notre invitation et qui ont bien voulu se livrer, je veux dire, à un exercice certes peut-être difficile, mais ô combien démocratique. Ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est que ce que nous voulons, c'est finalement éclairer le débat public via les questions de santé et également porter... voir en tout cas leur vision, leur ambition quant aux questions de santé qui concernent l'ensemble des Français, les positions par rapport aux patients, aux assurés sociaux, mais également aux parents de personnes malades ou encore de personnes en situation de dépendance. Alors pour vous, quels sont les enjeux pour aujourd'hui et pour les 5 prochaines années à venir en matière de santé et de protection sociale ? Alors, j'allais dire, les enjeux, ils sont triples. Enjeux environnementaux, enjeux de démographie et enjeux sur le champ du numérique. Sur le champ des enjeux environnementaux, tout le monde sait aujourd'hui que le changement climatique va impacter durablement notre vie. Et de ce fait, tant en matière de production, mais également de nos habitudes de consommation, il y aura inévitablement des changements à opérer par rapport à ce changement climatique. Et ce qui ne va pas, en contrepartie, sans évidemment avoir des impacts sur tout ce qui est financement de notre protection sociale et de la santé. Premier enjeu. Deuxième enjeu, je reviens sur les enjeux de démographie, avec le fait absolu d'éviter le clivage entre générations. Et pour ce faire, renouer des solidarités ou développer des solidarités avec la jeunesse, bien évidemment, sans pour autant oublier en parallèle tout ce qui dépend du grand âge et de l'autonomie, finalement, de nos aînés. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est le point du numérique, avec l'explosion de la data, de l'intelligence artificielle ou encore de l'innovation, très en pointe actuellement, mais qui inévitablement vont poser des questions à la fois déontologiques, des questions éthiques également, et c'est une réflexion qu'il faut avoir. Il y a aussi, pour élargir, le positionnement finalement de notre protection sociale, quel sens lui donner, quel périmètre également va-t-il développer, et puis la complémentarité entre le socle général, sécurité sociale, protection sociale, et les complémentaires santé. Vous avez donc des attentes fortes vis-à-vis de nos invités qui vont nous rejoindre dans quelques instants ? Des attentes très fortes également, et la pandémie a peut-être accentué ou mis en avant, mis en exergue, avec des nombreuses questions, mais j'en regrouperai 4 principales. Tout d'abord, nous éclairer sur un accès aux soins pour tous et partout, bien évidemment. Le fait également de développer une véritable politique en matière de santé publique, mais également de prévention, pour justement répondre aux aspirations des Français. Un point non négligeable, c'est le fait de trouver des solutions, je veux dire, demain à toutes les problématiques qui nous sont
posées aujourd'hui en matière de santé, bien évidemment, aller dans le bon sens par rapport aux engagements pris et les engagements que nous défendons aussi en mutualité. La question d'une véritable, j'allais dire, citoyenneté solidaire également. Donc vous voyez, il y a pas mal de questions, j'en regroupe 3 là immédiatement, mais on a beaucoup de questions et beaucoup d'attentes par rapport, bien évidemment, aux questions que nous nous posons aujourd'hui. Eh bien, on a hâte d'écouter leurs réponses. Merci beaucoup, Bruno Herry, d'être passé sur cette émission pour ces premiers éléments. Merci à vous. J'invite donc nos invités à nous rejoindre en plateau. La santé, parlons-en et parlons-en avec nos invités qui nous ont rejoints à mes côtés en plateau. Alors on va commencer par vous, Léopold Comté, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire du section du Parti Socialiste à Mâcon et référent Génération Hidalgo 71. Et vous représentez aujourd'hui Anne Hidalgo du Parti Socialiste. C'est tout à fait ça, merci de l'invitation. Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national et président du groupe Rassemblement national au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Donc aujourd'hui, vous représentez Marine Le Pen dans le cadre de cette émission. Exactement. Arnaud Guvenatam, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant France Insoumise et vous représentez Jean-Luc Mélenchon pour cette émission. Exactement. Éric Alauzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Doubs pour La République En Marche et vous représentez Emmanuel Macron dans le cadre de ce débat. Et enfin, Philippe Gilles, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes maire adjoint à la ville de Gray, vous êtes maire adjoint à l'ingénierie, l'urbanisme et les grands projets, et vous êtes également vice-président au développement économique de la communauté de communes du Val de Gray, et vous représenterez donc Éric Zemmour du parti Reconquête. C'est bien ça. 4 thématiques vont être abordées pendant cette émission, donc chacun d'entre vous va disposer de 4 minutes 30 pour nous présenter le programme de votre candidat. Alors attention messieurs, je suis le maître du temps et je vais veiller à ce que chacun respecte son temps de parole. Alors avant l'émission, nous avons établi un ordre de prise de parole pour chacun. Il a été établi à partir de l'ordre alphabétique des noms des candidats que vous représentez. Donc, on va commencer par Léopold Comté pour cette première question, ensuite Julien Audoul, Éric Alauzet, vous continuerez, Arnaud Guvenatam et enfin Philippe Gilles. À la fin de cette émission, chacun d'entre vous va disposer d'1 minute pour résumer et mettre en avant le volet santé du programme de votre candidat. Donc, on commence tout de suite avec l'accès aux soins. La Mutualité française a récemment dévoilé les résultats d'une vaste enquête qui a été menée par Harris Interactive sur le regard des Français concernant le système et les enjeux de santé dans la perspective de l'élection présidentielle. Parmi les sujets que les Français estiment importants de voir abordés au cours de cette campagne, ils sont 41% à répondre l'accès aux soins. Plus de la moitié des Français aujourd'hui déclarent avoir déjà dû renoncer à un rendez-vous médical en raison des délais trop longs d'obtention d'un rendez-vous. Les obstacles financiers et géographiques sont également mis en avant. Alors ma question est très simple. Pour commencer, quelles sont vos propositions pour favoriser l'accès aux soins? Léopold Comté, je vous laisse commencer. Tout d'abord, merci à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté et à Bruno Herry de nous inviter pour faire valoir les propositions des candidats et candidates dans l'élection présidentielle. C'est un sujet extrêmement important, le sujet de santé et l'accès aux soins en particulier. Je dirais que l'enjeu de l'accès aux soins aujourd'hui en France, c'est l'égalité. Ce que dit Anne Hidalgo, c'est qu'on doit tous et toutes être égaux dans l'accès aux droits. En gros, on doit tous pouvoir se soigner. L'égalité dans l'accès aux soins, c'est donc une des premières priorités d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo va faire reculer les déserts médicaux. La désertification médicale en France, c'est 7 300 000 personnes qui habitent un territoire sous-doté. Ce sont les chiffres de l'Association des maires de France et de la Mutualité française. C'est 11% d'assurés qui n'ont pas de médecin traitant. Ça, c'est l'assurance maladie qui le dit. Ça veut dire 6 300 000 personnes et ça veut dire que c'est plus d'un million de plus qu'en 2017, puisqu'il y avait 5 millions de personnes qui n'avaient pas de médecin traitant déjà en 2017. En Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire et l'Yonne, ce sont les départements parmi les 20 qui ont connu en France la plus forte dégradation depuis 2017. Alors le cap qui est donné par Anne Hidalgo, on peut le résumer d'une formule claire, c'est la santé pour tous, la santé partout. L'accès aux soins aujourd'hui est toujours plus inégal. C'est une problématique qui touche l'ensemble du territoire national, mais en particulier les territoires urbains paupérisés et les territoires ruraux. Le problème dans notre pays, c'est le déficit
de l'offre de soins. On n'a pas assez de soignants. Donc, dans le pays de Pasteur et de la sécurité sociale, on partage un constat et on partage une idée forte, c'est que c'est pas tolérable. La démographie médicale, c'est la compétence de l'État. Et il faut une offre de soins qui soit adaptée à la demande de soins et sans autre indication que celle-ci. Anne Hidalgo, elle mettra en cohérence l'offre avec la demande de soins dans le pays. Il faut donc pour ceci mettre l'action sanitaire de l'État en cohérence. Ça veut dire quoi, mener une action sanitaire cohérente? Bien, ça veut dire garder nos lits d'hôpitaux, ça veut dire former des soignants, et puis ça veut dire donner la priorité aux territoires sous-dotés. D'abord, oui, on garde les lits d'hôpitaux. On ne va pas polémiquer, mais la fermeture de lits d'hôpitaux poursuivie pendant tout le quinquennat, y compris pendant la crise sanitaire, a été vécue comme incompréhensible, insupportable et irresponsable par l'ensemble des Français. Donc la fermeture des lits, ça doit être quelque chose qu'on arrête en premier ordre. Ensuite, on forme des soignants. Aujourd'hui, l'augmentation du nombre de médecins formés ne compense pas les départs en retraite. L'ouverture du numerus clausus en 2019, c'était indispensable, mais ce n'est pas suffisant. En fait, ce qu'il faut, en plus de l'abandon du numerus clausus, c'est la formation de médecins et donc la création de places supplémentaires dans les universités. Anne Hidalgo, elle accroîtra les capacités d'accueil de nos facs de médecine pour former jusqu'à 15 000 médecins chaque année. Mais il faut indéniablement des médecins, mais il faut aussi des aides-soignants, il faut aussi des infirmiers. Il faut qu'on forme 25 000 infirmiers et aides-soignants. Il faut former 1250 sages-femmes par an. Il faut former aussi, parce qu'il y a tous les soignants, puis il y a les corps et les professions autour des soignants. Il y a les logisticiens, les techniciens, les agents hospitaliers. Et ça, il faut former 5 000 de ces agents chaque année. Enfin, on donne la priorité aux territoires sous-dotés. C'est une mesure très forte qui est portée par Anne Hidalgo. On le fait tout de suite parce qu'il y a une urgence absolue. Anne Hidalgo va créer une 4e année d'internat. Durant cette 4e année d'internat, ce sera une année de professionnalisation comme médecin assistant dans les déserts médicaux à la fin du parcours des études en internat. Ce sera une période de 12 mois assortie d'un encadrement par des médecins maîtres de stage avec une rémunération qui représentera le double de celle qui est aujourd'hui en vigueur, c'est-à-dire à peu près 3 500 €. Alors, on peut parler des modalités pratiques de cette mise en œuvre. Donc, par exemple, oui, très rapidement, mais en tout cas, il faudra mobiliser l'État, les moyens financiers de l'État pour leur logement et leur mobilité. Il faudra que, dès l'automne, on puisse mettre en place cette mesure pour qu'il y ait 4 à 8 000 médecins dans ces territoires sous-dotés. Agir tout de suite, c'est ça l'engagement d'Anne Hidalgo. Merci beaucoup Léopold Comté, 4 minutes 30, ça passe très vite. Julien Audoul, même question, comment on peut favoriser l'accès aux soins aujourd'hui ? Je pense qu'on sera tous d'accord sur le constat. Notre système de santé est malade, il est même agonisant et la crise sanitaire l'a révélé. On pensait qu'on avait le meilleur système de santé du monde. Et malheureusement, on s'est aperçu qu'on avait un système de santé qui se tiers-mondisait avec des fractures territoriales totalement insoutenables. Et quand on parle d'accès aux soins, il faut déjà rappeler que la santé est un droit. C'est un droit constitutionnel. Tous les Français ont le droit à la santé. Et c'est un devoir pour les gouvernants, un devoir pour l'État de favoriser cet accès à la santé. Le résultat des politiques qui ont été menées depuis 30 ans, par la gauche, par la droite, ça a été une financiarisation de la santé, ça a été une politique de rentabilité qui a eu pour conséquence de vider nos territoires ruraux. Et c'est insupportable de voir qu'aujourd'hui, en fonction de son lieu d'habitation, on n'a pas le même accès aux soins. Et donc, on n'a pas les mêmes chances de survie. Moi, je le vois dans mon département de l'Yonne, avec une désertification médicale qui est calamiteuse, avec aujourd'hui une inégalité de traitement entre des Français qui aujourd'hui cherchent des spécialistes, cherchent des généralistes, et ça engendre quoi ? Ça engendre un recul de l'espérance de vie. Le département de l'Yonne, compte tenu de la désertification médicale, est classé 90e sur 101 départements. Donc pour tout simplement corriger cette situation, il faut exactement remettre des médecins là où il n'y en a plus. Inciter les médecins, et c'est la politique de Marine Le Pen, ce n'est pas forcément une politique de plus de médecins, parce qu'on peut recruter davantage de médecins, il en faut, et pour le coup, l'abandon du numerus clausus était une bonne nouvelle, et c'était attendu depuis longtemps. Mais pour autant, si tous les médecins vont sur la Côte d'Azur, ça ne changera rien pour les territoires ruraux. Donc Marine Le Pen souhaite une mesure extrêmement forte, qui est une politique d'incitation massive pour l'installation
de généralistes, de spécialistes dans les territoires les plus désertifiés. Et on fait ça comment? Avec une modulation de la rémunération, c'est-à-dire qu'on s'installe dans un territoire rural désertifié, on a une rémunération supérieure pour inciter les médecins à s'y installer. Ça s'accompagne effectivement d'une politique d'aménagement du territoire pour renforcer l'attractivité. Parce que nous disent les médecins sur le terrain? Ils nous disent on n'a pas envie d'aller dans Lyon, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a pas de réseau, parce qu'il n'y a pas de service public, parce qu'on ne peut pas tout simplement s'installer avec nos familles. Donc ça passe aussi par la démétropolisation, ça passe par le renforcement des services publics, arrêter la casse sociale, la casse des services publics dans les territoires ruraux. Ensuite, investir dans la télémédecine. Ne pas en faire un outil, l'alpha et l'oméga, comme a cherché à le faire Emmanuel Macron, mais un outil tout simplement pour favoriser un certain nombre de soins, pour favoriser une écoute et un lien entre un praticien et les patients. Ensuite, une mesure aussi pour augmenter le nombre de maisons de santé. Les maisons de santé, aujourd'hui, dans bon nombre de départements, constituent des oasis. Et il faut renforcer ces oasis, finalement, pour qu'ils puissent permettre de désengorger les urgences, notamment prendre en charge des fractures bénignes, de quelques interventions, pour permettre justement que les urgences soient désengorgées. Je rappelle que c'est 21 millions de passages aux urgences chaque année, et 40% de ces passages, en fait, correspondent à la médecine de ville. Et pourquoi aujourd'hui on a un engorgement? Parce que tout simplement, il n'y a pas de médecins, que nos compatriotes sont obligés d'aller à l'hôpital et aux urgences, parce qu'il n'y a pas de médecins dans leur périmètre et pas de maison de santé. Et puis aussi augmenter la formation. La formation pour les médecins, pour les infirmiers, pour les aides-soignants, favoriser l'accueil de nos jeunes, le logement, favoriser leur insertion. Et puis après, on y reviendra aussi sur les questions de rémunération pour rendre finalement attractifs ces métiers de la santé, ces métiers du soin, qu'il faut bien le dire, ont perdu en pouvoir d'achat et ont perdu aussi en qualité de travail. Donc c'est un panel de mesures qui permettent tout simplement d'apporter une réponse concrète à l'offre de soins, parce que Marine Le Pen considère aujourd'hui que ceux qui pâtissent tout simplement aujourd'hui de ce manque de médecins, de ces déserts médicaux, ce sont les plus modestes, ce sont les plus faibles, ce sont ceux qui s'éloignent de plus en plus et c'est ceux qui renoncent à se soigner. Dans notre pays, c'est un scandale dans la France de 2022, vous avez un Français sur 3 qui renonce à se soigner, soit pour des raisons économiques, soit aussi pour des raisons d'éloignement. Donc il faut rapprocher la médecine de nos concitoyens, c'est le projet de Marine Le Pen. 4 minutes 30 déjà passées, Julien Audoul, je vous remercie pour cette présentation. Éric Alauzet, quel est le programme d'Emmanuel Macron sur l'accès aux soins? Donc merci pour ce débat sur la santé, qui, quand on interroge les Français de façon absolue, disent le premier sujet, c'est la santé. Sauf que, dans les différentes campagnes électorales présidentielles, remontez-les toutes, le sujet est passé complètement à la trappe. Et donc, celles et ceux qui aujourd'hui en font un sujet important, c'est bien, mais dans les précédentes campagnes présidentielles, aucun candidat n'a traité cette question. Et donc, c'est heureux, je crois qu'on le doit au Covid, évidemment, et on voit que déjà, l'épidémie étant moins forte et moins dévastatrice, que déjà, la priorité de santé est déjà en train de baisser derrière d'autres priorités. Donc, elle va être là, elle est là, on en parle aujourd'hui. Alors moi, je pense qu'on a plusieurs défis à relever. On a commencé à relever, mais je ne vais pas trop parler du passé dans cette mandature avec Emmanuel Macron. On a un défi de ressources humaines. On a un défi d'hôpital, c'est votre deuxième sujet, mais on aurait pu le traiter en même temps. On a un sujet d'organisation au sein de l'hôpital, dans la médecine de ville, entre l'hôpital et la médecine de ville, c'est extrêmement important. Et puis, on a un sujet de coût également et d'attractivité. Alors, la question des RH, des ressources humaines, c'est souvent une question d'attractivité. Entre la fatigue, les rémunérations insuffisantes, ça peut décourager un certain nombre de personnes. Je dis au passage quand même que l'augmentation de 183 € par mois, du jamais vu, jamais espéré, moi-même, j'aurais jamais osé l'espérer, on le doit à la crise Covid. Il faut reconnaître ça. Mais c'est quelque chose d'inédit et qui a considérablement amélioré le niveau de vie, la rémunération des infirmières, des aides-soignants et même de l'ensemble des personnels hospitaliers et qui s'étend progressivement au médico-social. C'est un élément d'attractivité, ce n'est pas le seul. Les personnes veulent aussi avoir plus d'autonomie dans leur capacité à gérer, mais j'y reviendrai sur l'hôpital aussi. Donc, embaucher des personnels à l'hôpital, avoir un volant de lit à la demande. Il y a un certain nombre de situations, notamment quand on a les épidémies. C'est le cas de la grippe tous les ans et ça peut être le cas du Covid. On a besoin de lits pendant une période donnée, mais pas tout le long de l'année. Donc il faut qu'il y ait une souplesse dans la mutation qu'on peut avoir des lits. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en transformant des lits simples en réanimation pendant le Covid. Il faut généraliser cette capacité. Et d'ailleurs, l'hôpital s'est adapté de façon assez remarquable
à la situation, mais il faut généraliser cette possibilité de l'immobile qu'on ferme ou qu'on ouvre ou qu'on dédie à d'autres secteurs, parce que les ressources ne sont quand même pas inépuisables, les ressources financières pour financer la santé. On est déjà un des pays qui dépense le plus au monde, et je signale au passage, on n'est pas le pays qui dépense le plus, hein. Les États-Unis dépensent plus, mais c'est les assurances privées. En revanche, on est le pays qui a le plus faible reste à charge. Le reste à charge, c'est ce qui reste pour l'usager à payer une fois que la sécurité sociale, les mutuelles ont pris le dessus. Ça, il faut le dire quand même, parce que même si l'accessibilité financière peut rester un problème, et notamment l'avance de frais parfois, le remboursement arrive après, donc il y a un décalage, malgré tout, 7,5% de reste à charge. C'est le plus faible au monde. Notre système de santé, il faut reconnaître quand même ses vertus. Donc, il faut augmenter le nombre de médecins, bien sûr. Le numerus clausus a été élevé en 2018, sans que dans les mandats précédents, personne, ni la gauche, ni la droite, ne l'ait fait précédemment. Donc, c'est bien de venir donner des leçons aujourd'hui, de critiquer. De toute façon, tous les gouvernements sont critiqués, c'est bien normal, hein. Mais ça a été levé en 2018. Il y aura 10 000 médecins par an. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup de temps partiel chez les médecins. Et si vous voulez, on dit aujourd'hui qu'il faut 2 médecins pour en faire un médecin d'il y a 40 ans. Bien sûr, les jeunes médecins, ils sont comme tout le monde. Ils ne veulent pas travailler 50, 60 heures par semaine, ils ont leur famille, ils ont leur loisir. Et ce n'est pas que la féminisation, ça touche aussi les hommes. D'accord. Mais ça ne suffira pas, parce que ça va prendre du temps. Donc il faut trouver d'autres systèmes. Là, j'avance une proposition personnelle, qui n'est pas encore dans le programme d'Emmanuel Macron, mais j'espère qu'elle viendra pendant le mandat, parce que j'en ai fait l'expérience, je suis médecin. Je pense que si on m'avait imposé, puisque le débat est là, on m'avait dit, tu vas t'installer à Pierrefontaine-les-Varans, par exemple, et que j'avais ma vie à Besançon à 30 ans avec mes enfants, ma femme qui travaillait à Besançon, je pense que j'aurais évité ça. Et beaucoup de médecins pourraient éviter, si on leur imposait, ils feraient d'autres choses. Il n'y a que 11% des médecins qui s'installent après leurs études. Et il y a 1000 façons de faire de la médecine en dehors de la médecine générale. On peut faire des remplacements, on peut voyager dans le monde, on peut faire de la recherche, on peut faire de la médecine du travail, etc. Donc attention aux obligations. En revanche, ce qu'on pourrait demander à un médecin comme moi qui s'installait en 1987, tu vas un jour par semaine, tous les lundis par exemple, dans un lieu retiré, et puis avec 5 de vos collègues, vous vous organisez, vous assurez. Toute la semaine, y compris la garde H24. Et ça vous permet d'avoir une permanence de soins, tout le temps le même médecin. Pour les personnes, le lundi, c'était le médecin. Quand il y a une urgence, on s'adresse à notre médecin, comme c'est le cas dans les cabinets de groupe. Mais c'est une mesure qui peut être applicable tout de suite pour les jeunes médecins entrants, mais aussi pour ceux qui sont en place. Voilà une mesure efficace qui, je crois, peut attirer le soin. Et donc, je vous coupe ici. C'est pas vrai, j'ai terminé. J'ai quasiment rien dit. Le temps de parole est déjà passé. Il faut savoir être concis aujourd'hui pour pouvoir donner toutes ces idées. On passe à vous, Arnaud Guvenatam. Est-ce que vous pouvez nous présenter les propositions de la France Insoumise en termes d'accès aux soins ? Oui, alors, c'est pas une nouveauté que l'axe de santé dans le programme de Jean-Luc Mélenchon soit un axe qui soit absolument central dans le programme de l'avenir en commun. On avait alerté, notamment avec les questions de dérèglement climatique, qu'on rentrerait dans des états de pandémie permanente. Et en 2017, il y avait un fameux meeting de Jean-Luc Mélenchon qui expliquait qu'au rythme où allait l'hôpital, en cas de pandémie, on allait cracher du sang et que l'hôpital n'était pas prêt à absorber des vagues de pandémie. C'est malheureusement ce qu'on a vécu. Et moi, à titre personnel, je travaillais à l'hôpital juste avant le début de la crise Covid et les personnels étaient déjà en très très grande difficulté avant même que le débordement épidémique ait lieu. Sur la question de l'accès aux soins, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur la fracture territoriale, sur le fait que, effectivement, selon qu'on est en ville ou en périurbain, voire en milieu rural, eh bien, l'accès aux soins n'est pas égalitaire. Des traitements comme l'AVC, la prise en charge de l'AVC, là aussi, on a des grosses disparités, même dans le périurbain, où on peut se dire qu'on est finalement proche de la ville. Eh bien, malgré tout, il peut y avoir des problèmes en termes de prise en charge de l'AVC. Sur la question de l'accès aux soins, je suis un petit peu étonné, parce que du coup, la question sociale, en fait, je trouve, est un petit peu au second plan. Si effectivement on a considéré et on constate qu'avec la paupérisation de la population, avec de la pauvreté, de la précarité qui se développe, il y a de plus en plus de gens qui renoncent aux soins pour des questions financières. Nous, on a souhaité répondre à ça en mettant le 100% sécu et en faisant intégrer les mutuelles dans le système de la sécurité sociale, sans que les personnels qui sont salariés dans les mutuelles ne soient mis de côté. Elles seront intégrées effectivement en ayant effectivement leurs acquis qu'ils ont eu en tant que salariés dans les mutuelles. L'idée du 100% sécu, c'est de permettre qu'il y ait un remboursement à 100% de tous les soins qui soient prescrits,
que ce soit les soins médicaux, que ce soit les appareils dentaires, les appareils optiques, les appareils auditifs. Il faut que ce soit 100% remboursé, que les gens ne soient pas dans une situation à se dire est-ce que je vais me faire poser un bridge ou est-ce que je vais payer mon loyer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Surtout dans un contexte où, avec les crises, non pas que sanitaires, mais aussi sociales, la pauvreté se répand. Il y a effectivement le constat qu'il y a énormément de soignants qui ont quitté l'hôpital, bien 100 000 personnes dans les dernières années, énormément de lits qui ont été fermés, et je ne veux pas faire de polémique entre qui en a fermé le plus ou qui n'en a pas fermé le plus, c'est le constat qu'on fait. Donc, loin des polémiques, nous, l'idée, c'est de dire qu'il faut avoir un recrutement massif de personnel, se réapprovisionner en lits, que ce soit pour de l'ambulatoire ou du long séjour. C'est aussi mettre le paquet sur la médecine psychiatrique, parce qu'effectivement, c'est le parent pauvre de la médecine ces dernières années, où on voit qu'il y a aussi énormément de lits qui ont fermé. Et donc là, il y a des gens qui sont en plus percutés de plein fouet par la crise et qui ont besoin justement de pouvoir être accompagnés, de pouvoir se réparer. Et malheureusement, ça fait défaut. L'accès aux soins, c'est aussi pouvoir avoir accès aux médicaments. Et la France n'est plus souveraine en termes de production médicamenteuse, parce qu'on importe 80% de nos médicaments. Je me souviens qu'en 2014, Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'on n'était plus en capacité de produire du Doliprane, et que on a été obligé d'avoir une crise Covid pour qu'on se dise oui, on va réinvestir dans le fait d'être de nouveau souverain pour notre production médicamenteuse. Donc nous, on veut mettre en place un pôle public du médicament, arrêter avec les visiteurs médicaux qui viennent vendre des dispositifs dans les hôpitaux. Bref, faire avancer le service public, investir dans le 100% sécu, on a chiffré ça, c'est 40 milliards d'euros. On sait comment le financer. Le programme de Jean-Luc Mélenchon a fait une émission de 4 heures sur le chiffrage où on démontre bien comment, avec les cotisations et ce genre de choses, on arrive à financer ce plan 100% sécu. Donc je pense que effectivement, il faut remettre l'hôpital et l'accès aux soins au centre des préoccupations. Très bien. Merci beaucoup pour cette première présentation. On termine avec vous pour ce premier volet. Philippe Gilles, quelles sont les propositions du Parti Reconquête en matière d'accès aux soins ? Alors, les propositions, comme tous les collègues ici présents, axent évidemment sur différentes tendances, mais il y a quand même des réalités qui sont des réalités comptables, puisqu'on s'est rendu compte qu'une espèce de comptabilité s'était acharnée sur le système hospitalier depuis maintenant plusieurs décennies, jusqu'à accabler complètement son fonctionnement, puisqu'il faut quand même appeler un chat à un moment donné, sans polémiquer et sans vouloir être audacieux au point de mettre tout le monde en cause, ce qui n'est pas l'objectif. On peut quand même reconnaître que les gestionnaires précédents du système hospitalier n'ont pas été très bons. On peut au moins reconnaître ça. Ce qui est inquiétant, c'est que ce sont les mêmes qui reviennent pour nous dire on va tout arranger. C'est très intéressant. Il est toujours possible, effectivement, humainement parlant, on peut dire qu'après faillite, un chef d'entreprise qui ferait faillite pourrait à nouveau revenir à la direction de son entreprise, mais ce n'est pas la règle absolue. Et là, j'ai quelques difficultés, Parti Reconquête, à comprendre effectivement le mécanisme qui aujourd'hui permettrait à ceux qui n'étaient pas très bons de devenir meilleurs. Mais bon, on ne va pas aller plus loin dans la polémique. Disons simplement, pour revenir aux chiffres, si vous voulez, que la santé, c'est quand même un très gros budget, 470 milliards d'euros, 25% quand même de la richesse nationale. Et à ce titre, ça nécessite probablement de faire très attention aux sommes engagées, aux risques pris au titre de la population. On a vu effectivement dans la précédente pandémie toutes les difficultés qui peuvent heurter l'hôpital et heurter d'ailleurs son personnel. Alors l'accès aux soins, c'est 18 milliards, effectivement, 19 milliards d'ailleurs de ce budget global. Et pour pouvoir résoudre les problèmes, évidemment, il y a plusieurs idées qui seront identiques parce qu'on part du même constat, même si on l'apprécie différemment. On peut quand même dire que rétablir l'obligation de garde des médecins, comme elle était jusqu'en 1993, est quand même une règle qui est vraiment nécessaire, parce que c'est ce qui constitue en fait le désert médical. Le médecin est quelqu'un qui suit de grandes études très longues, comme dans d'autres pays. Il faudrait peut-être qu'on ait une conscience nationale sur ce point, et que les médecins se rendent compte effectivement qu'ils ont peut-être à redonner un peu à la nation de ce qu'elle leur a donné, parce que d'autres ont travaillé longtemps avant, ont payé tout le temps de leur vie. Les médecins arrivent tard, parce qu'ils ont une grande formation qui est compliquée, il faut le dire, peut-être trop d'ailleurs, c'est ça aussi qui est la raison du numerus clausus qu'on a évoqué aujourd'hui. Ce numerus clausus qui effectivement était un problème qui a à nouveau mis en difficulté la médecine, parce que quand on est rentré dans cette pandémie, on s'est bien rendu compte que nous n'étions plus du tout au niveau de pouvoir la résoudre. Et on a eu beaucoup de chance d'ailleurs de pouvoir en sortir, parce que si une autre pandémie nous avait en même temps attaqué, nous aurions été en très grande difficulté.
Alors, comment faire pour donner un petit peu de souplesse à ce système? Nous, on propose avec Éric Zemmour d'embaucher effectivement 1000 médecins par l'État qui pourront comme ça travailler sur les territoires et se déplacer en fonction des manques, parce qu'il y a des manques. Et l'État, effectivement, comme ça a été dit très justement, a une obligation constitutionnelle aux soins et à la santé. Donc, il faut bien que l'État, à un moment donné, soit effectivement un arbitre dans cette affaire et puisse résoudre les difficultés lorsqu'elles naissent. Même avec les municipalités, les conseils municipaux et avec les comités de communes, des efforts terribles sont faits actuellement pour créer des maisons de santé. Budgétairement, c'est très très lourd à gérer. En plus, très régulièrement, les médecins qui s'installent, qui gagnent très bien leur vie sur place, font l'objet d'aides supplémentaires au titre des loyers qui, effectivement, grèvent les budgets de ces entités. Donc, c'est assez complexe, finalement, de demander à des collectivités petites et moyennes de faire l'effort supplémentaire qu'on leur demande régulièrement dans le cadre de la construction des maisons de santé. Il y a aussi une vraie problématique quand même, on s'en est rendu compte. L'accès aux soins n'a pas été égal parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que nous n'avions pas une recherche qui avait fait son travail suffisamment bien, suffisamment longtemps. La France, comme un pays des vaccins avec Pasteur, Sanofi, a démontré là effectivement une carence totale à la capacité à nous soigner. Donc là, on peut s'interroger également sur cette situation qui a quand même été sans précédent, parce qu'on n'avait quand même jamais vu ça avant. Donc la recherche publique doit faire l'objet d'une dotation complémentaire, effectivement, pour avancer dans les recherches. C'est nécessaire sur la cancérologie, sur le diabète et sur beaucoup de choses. On y reviendra d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a une chose qu'il faut faire, parce que quand on veut procéder à un réaménagement, après cette faillite, on peut dire quand même qu'on peut faire quelque chose de bien. C'est effectivement la suppression de l'aide médicale qui représente 0,4% des dépenses de santé. Il faut revoir ces sujets-là et faire comme les autres pays. Quand on se déplace, nous, dans d'autres pays, nous avons l'obligation de se déplacer pour l'obtention du visa notamment avec une assurance. Il n'y a pas de raison que la France, sur ce point-là, ne le fasse pas. La France est très, très généreuse. Certains ont tendance à penser qu'elle ne peut être que généreuse, et c'est un peu une erreur, je pense. Il faut effectivement nous recadrions le débat sur ce point-là sans animosité et sans difficulté. Merci beaucoup, Philippe Gilles. Merci beaucoup, messieurs, pour les présentations sur ce premier sujet. On continue, le débat se poursuit avec un nouveau sujet. On continue notre débat avec une deuxième thématique, la réforme de l'hôpital public. On en a déjà parlé un petit peu, mais on va poursuivre sur ce sujet. Mis en lumière depuis la crise du Covid, l'hôpital public est au cœur des programmes des candidats à la présidentielle. En France, près de 7 soignants sur 10 sont en situation d'épuisement professionnel. Depuis plusieurs années maintenant, les soignants alertent sur l'état de l'hôpital en France. Sous-effectifs, travail à flux tendu, fermeture de lits par manque de personnel ou en raison de restrictions budgétaires. L'hôpital public semble plus que jamais en situation d'extrême fragilité. Les mesures financières et organisationnelles qui ont été prises dans le cadre du Ségur de la santé semblent insuffisantes aux yeux des acteurs de santé. Alors, messieurs, quelles sont vos propositions pour réformer l'hôpital public? Julien Audoul, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Il faut tirer un coup de chapeau à nos soignants qui ont effectué des prouesses quotidiennes depuis le début de cette crise sanitaire. Et ils l'ont fait envers et contre tout, et surtout envers et contre un système et envers et contre un gouvernement qui a tout fait pour rendre leur mission impossible, il faut bien le dire. Alors, le représentant de M. Macron ne veut pas parler du passé. C'est vrai que c'est commode parce que ce passé, il est désastreux. Les politiques qui ont été menées en termes de suppression de lits sont, il faut bien le dire, scandaleuses. 18 000 lits ont été supprimés en 5 ans sous Emmanuel Macron. 5 700 lits ont été supprimés depuis le début de la crise sanitaire. Alors même que le président de la République nous disait « nous sommes en guerre », alors même qu'il a imposé des confinements, des restrictions, alors même qu'il a imposé, il faut bien le dire, des cadences infernales à nos soignants, il a continué à supprimer des lits. Il n'a pas pu se sortir de son système totalement fou de l'ultralibéralisme, de la rentabilité de notre système de santé, parce que c'est ça le véritable problème. Alors M. Alauzet nous parlait tout à l'heure de lits mobiles. Mais en fait, ce n'est pas lits mobiles, c'est des lits fantômes. C'est-à-dire quand on supprime des lits, ben effectivement, ensuite, on a des conséquences. Quand on supprime des lits, on met évidemment en danger des patients. Quand on supprime des lits, on affaiblit le travail de nos personnels soignants qui, comme je l'ai dit, a été admirable. Donc il faut revenir sur ce système depuis 20 ans. En 20 ans, on a supprimé 100 000 lits. Alors même que notre population a augmenté, alors même qu'il y a un besoin prégnant, alors même qu'il y a le grand âge, on a continué à supprimer des lits. On a imposé notamment des réformes, la tarification à l'acte, qui a été un échec
cuisant, qui devait régler le financement de l'hôpital. En 2018, la dette totale de l'hôpital, c'était près de 30 milliards d'euros. Donc finalement, ça n'a pas, apporté une réponse financière et en revanche, ça affaiblit considérablement le système. Donc il faut revenir sur tout cela et Marine Le Pen, elle a un grand projet pour l'hôpital public, un grand projet de redressement parce qu'il faut relever cet hôpital public, il faut en finir avec les ARS. Ces agences régionales de santé qui n'ont régional que de nom, puisqu'elles dépendent uniquement du ministère de la Santé. Et sur un trait de plume, on supprime un service de maternité, on supprime la chirurgie, on supprime tant de lits parce qu'il faut faire des économies, etc. C'est ça ce que fait les ARS. Et c'est ce qu'a fait notamment l'ARS en Bourgogne-Franche-Comté. Et nous nous y sommes opposés avec mes collègues au Conseil régional, avec il faut bien le dire, des projets totalement scandaleux. Donc fin de la tarification à l'acte également. Pour revenir sur une dotation globale, il faut arrêter de compter pour la santé. Le système de santé n'est pas là pour faire des économies ou des bénéfices. La santé, encore une fois, on ne doit pas compter avec ça. Compter pour une toilette d'une personne âgée, compter pour tant de temps de soins, compter pour tant de lits, tout ça, c'est insupportable. Et c'est cette logique ultralibérale que Marine Le Pen souhaite supprimer. Il faut redorer aussi la fonction hospitalière avec 110 000 créations de places dans les instituts de formation en soins infirmiers. Il faut revaloriser aussi les métiers du soin. J'en ai parlé tout à l'heure. Il faut bien le dire que la moyenne des salaires pour les infirmiers est très en cela de nos voisins. Nous sommes 23e pays de l'OCDE. Nos médecins salariés reçoivent un salaire qui est 37% moins que celui des Allemands, par exemple. Donc il faut revaloriser tout ça, c'est une priorité. Il faut prioriser aussi les soins à l'hôpital. Et Marine Le Pen a une mesure extrêmement concrète, c'est le plafond de 10% des emplois uniquement consacrés à l'administration. 90% doit être réservé aux soins, c'est une priorité. Et puis, stopper l'effondrement de l'hôpital, j'en ai parlé, moratoire immédiat sur les fermetures de lits, c'est une nécessité. Renforcer aussi les hôpitaux de proximité, parce qu'aujourd'hui, avec ces logiques de regroupement hospitalier, qui est une logique évidemment libérale et toute macroniste, on affaiblit qui ? On affaiblit les territoires ruraux, on affaiblit l'hôpital de Tonnerre, on affaiblit l'hôpital de Clamecy, on affaiblit l'hôpital et la maternité à Saint-Claude, par exemple, etc., etc. Donc, et puis désengorger les urgences, ça passe par le renforcement des effectifs, ça passe par l'organisation de partenariats avec les médecins libéraux, avec les médecins libéraux pour réorienter les patients et donc avoir véritablement une offre de soins. C'est une politique ambitieuse qu'il nous faut pour le pays et surtout rompre totalement avec cette logique comptable qui a été celle de M. Véran, qui a été celle de M. Macron et qui a généré tant de drames et surtout tant de colère de la part de nos soignants qui ne supportent plus aujourd'hui les politiques qui ont été menées. Je vous coupe. Merci Julien Audoul pour cette première réponse. Erika Lozet, vous avez l'opportunité de répondre tout de suite. Merci. J'ai l'impression qu'avec vous, M. Audoul, on ne compte pas beaucoup. On ne compte pas sur la santé, on ne compte pas sur les retraites, on ne compte pas sur la TVA à l'essence. C'est le désastre pour notre pays et la faillite derrière. Mais je passe. On a plusieurs sujets, là encore. Les bâtiments, les hôpitaux. Donc là, nous comptons consacrer 19 milliards, c'est le Ségur de la Santé qui l'a annoncé, mais c'est à venir. Et donc, c'est 6 établissements, alors que ce soit des hôpitaux, des EHPAD par département, sur les années qui viennent, sur le mandat qui vient. Donc ça, c'est important. Il y a des hôpitaux qui sont dégradés. Et ça aussi, la qualité de travail pour les soignants, c'est aussi un élément d'attractivité, c'est de travailler dans un cadre qui est agréable et qui est moderne. Ensuite, on a un problème de personnel, à nouveau. Donc là, la proposition, c'est d'embaucher 15 000 soignants. L'augmentation des rémunérations va y aider, mais ça ne suffit pas. C'est les 15 000. Je ne vais jamais couper, monsieur. C'est un débat. Il y a des règles dans cette émission. C'est comme dans la vie. C'est les 15 000 que vous avez suspendus. C'est comme dans la société, monsieur Audoul, il y a des règles. C'est les 15 000 que vous avez suspendus. Monsieur Audoul, vous avez déjà dépassé votre temps de parole. Je ne peux pas vous laisser Monsieur Audoul, s'il vous plaît, messieurs. Vous avez suspendu 15 000 soignants en octobre dernier et vous souhaitez les réintégrer. Et vous continuez en plus. Vous ne respectez pas les règles, mais ça, on n'est pas votre temps de parole est déjà passé, surpris. monsieur Audoul, ce Et dans sera la société, décompté il y a des pour la règles. Dans prochaine cette question. émission, il y a des règles. Personne n'a coupé personne. C'est un débat, c'est un débat. Non, je suis désolé, les règles nous ont été expliquées avant. Je vous en prie, Erika Lozet, présentez-nous la réforme Merci de l'hôpital me public. permettre de dire ce que j'avais à dire sur le temps qui m'est imparti. Bien, donc, ce n'est pas que les rémunérations, l'attractivité à l'hôpital, c'est aussi les conditions de travail. Il faut qu'on donne plus d'autonomie et plus de confiance au personnel. Il faut que les médecins participent beaucoup plus à la gouvernance de l'hôpital, qui est devenue souvent très administrative. Donc, il faut que l'ensemble des personnels médicaux soient beaucoup plus associés à
au fonctionnement et on gagnera ce qu'on appelle en efficience, le coût par rapport à l'efficacité pour les hôpitaux. On a aussi des problèmes de formation. Il y a des nouvelles techniques de formation, qu'on appelle par simulation, par apprentissage aussi. L'apprentissage peut rentrer à l'hôpital. Ça donne la confiance. Vous savez, être soignant, ce n'est pas toujours facile. Ça peut être stressant quand on a des malades face à soi qui ont des douleurs, qui sont dans des états graves. Ça peut stresser les gens. Et donc, la formation, c'est extrêmement important. Et avoir confiance en soi quand on fait le métier de soignant, c'est extrêmement important. Donc, la formation, c'est important. Il y a un sujet très, très important, c'est la coopération entre la ville et l'hôpital. Et ça peut libérer des possibilités, des disponibilités pour l'hôpital, ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Elles ont été mises en place, elles se déploient, ça va prendre du temps. C'est-à-dire créer l'habitude que les médecins de ville, alors ville, c'est ville et campagne, oui. C'est une expression, travaillent avec l'hôpital pour que les gens sortent beaucoup plus rapidement de l'hôpital, avec les endoscopies, la chirurgie ambulatoire. Si on a supprimé des lits, c'est aussi parce que vous n'avez pas l'air de savoir que la médecine évolue et qu'elle fait des progrès. Et voilà, et qu'on a besoin de moins de lits qu'un certain temps. Ça n'empêche qu'il peut en manquer ici ou là, des lits. Hein. Voilà. Donc il faut tenir compte aussi des progrès de la médecine. Et donc on reste de moins en moins à l'hôpital. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux pour ne pas attraper des maladies iatrogènes. C'est la deuxième fois, vous récidivez en plus. C'est plus rentable, c'est vrai. Continuons sur c'est quand même l'hôpital compliqué public. avec vous, j'ai l'impression. Bien. Il vous reste un peu plus d'une minute pour venir nous présenter. Voilà. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les hôpitaux de proximité. En particulier, là où il y a eu des services qui ont fermé dans les petites villes. Oui. Alors, c'est parfois, rarement l'hôpital entier, mais des services qui ont fermé. Oui. Et là, en travaillant avec la médecine libérale et l'hôpital, on peut avoir de l'hôpital hors les murs et des médecins de la ville qui vont travailler à l'hôpital, qui d'ailleurs entretiennent leurs compétences, qui peuvent faire de la petite chirurgie qu'ils ne peuvent pas faire au cabinet, ou des gestes de petite chirurgie en général. Et donc ça peut permettre de redynamiser les petits hôpitaux avec des services de médecine générale, intra-hospitaliers. Donc il y a beaucoup de moyens pour redonner de l'attractivité, de la force, de la pertinence à l'hôpital, mais il faudra toujours maîtriser les comptes publics, parce que nos concitoyens sont quand même un peu averses aux impôts supplémentaires et aux charges sociales supplémentaires. La Macronie qui dit ça manque pas de sel. Très bien. Il vous reste à peu près 20 secondes. Est-ce que vous voulez continuer sur ce Non, c'est bien. Eh bien, très bien. Vous le rattraperez si vous voulez lors d'une prochaine question. Arnaud Guvenatam, à vous de nous présenter vos propositions pour réformer l'hôpital public. Tout d'abord, je suis déjà quand même amusé sur le fait que y a des endroits où on compte pas, alors qu'effectivement... il y a quand même les amis de M. Macron qui sont beaucoup enrichis pendant cette crise avec des mesures qui ont été prises qui leur ont permis de bien s'enrichir. Donc effectivement, si on veut chercher de l'argent pour financer l'hôpital public, je crois que c'est pas du tout le souci. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai travaillé à l'hôpital et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant la crise Covid, les gens étaient déjà en difficulté et étaient déjà en sous-effectif. Donc nous, effectivement, dans le cadre de la réforme de l'hôpital qu'on veut, c'est mettre un paquet... énorme, c'est-à-dire c'est rattraper les 100 000 personnes qui sont parties ces dernières années. Donc c'est mettre vraiment le paquet sur la formation, de telle sorte que sur le quinquennat, on arrive à recruter les 100 000 personnes qui nous ont manqué pendant ces années. C'est effectivement un travail à faire sur l'augmentation des rémunérations et des formations. Ça, c'est une évidence quand on voit le classement international des soignants en France par rapport à l'OCDE. Ça a déjà été dit tout à l'heure. L'idée, c'est que l'hôpital, il a besoin d'une chose, une rupture. Une rupture avec les logiques libérales, une rupture avec les logiques comptables. La T2A, c'est les Républicains qui les a mises en place. Me semble Xavier Bertrand, à l'époque, dans le ministère sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, décidément. Et donc, en terminer à ça et revenir à la dotation globale, avec une augmentation de 5% des budgets des hôpitaux par an, c'est ce qui me semble être quelque chose... de l'ordre de raisonnable pour commencer à remettre l'hôpital sur ses pieds. Quand on pense que sous le gouvernement de Lionel Jospin, le système français était le premier au monde, on voit que là, on est en net recul. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ne rend pas service à la France et aux citoyens. Donc rouvrir les services d'urgence, réouvrir les maternités, travailler sur la question des EHPAD publics, mais on en parlera tout à l'heure aussi. C'est la lutte contre les déserts médicaux. On l'a dit aussi tout à l'heure, c'est l'ouverture sur tout le territoire de centres pluridisciplinaires publics en lien avec les hôpitaux pour lutter contre les déserts médicaux, parce qu'effectivement aussi faire baisser les délais de rendez-vous, c'est aussi pouvoir avoir des spécialistes au plus près du territoire. Donc il y a tout un tas de choses qui sont à mettre en place, des médecins salariés de la fonction publique aussi, des fonctionnaires médecins qui doivent être mis en place, où effectivement
pendant un temps, après des études, où on leur dit, comme dans certaines écoles, l'école des mines ou ce genre de choses, c'est des gens qui sont payés pendant leur formation, on leur dit, vous devez un service pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans à la collectivité, et pendant ce temps-là, eh bien, on va aller combler les déserts médicaux. Ça, c'est des choses auxquelles on peut effectivement penser. La réforme de l'hôpital, c'est aussi, et ça a été dit, le lien avec les médecines de ville, parce que l'hôpital n'est pas que un service d'urgence, il y a toutes les maladies de longue durée, il y a toute la recherche scientifique, et ça j'en connais quelque chose, parce que moi je travaille à la direction de la recherche clinique et de l'innovation, et donc on était en lien très étroit avec les endocrinologues, la cardiologie, pour trouver des patients à inclure, pour développer des nouvelles méthodes de médicaments, des nouveaux traitements contre le cancer. Donc effectivement, la médecine de ville, pour pas mal de petits gestes et de suivi des patients, est éminemment importante, parce que déjà, on peut déjà avoir le recensement des gens qui ont besoin de ces soins, investir sur la recherche, avoir des liens sur le territoire. Donc effectivement, il y a plusieurs enjeux. Il y a les soins, il y a l'urgence, et je l'ai dit tout à l'heure avec le 100% sécurité sociale. Il y a la recherche médicale, il y a comment on se projette aussi sur la déprécarisation des métiers, donc c'est l'augmentation des salaires, c'est l'augmentation des moyens aussi aux universités et aux facs de médecine, parce qu'effectivement, l'université française, malheureusement, là encore, avec des logiques comptables et en voie de clochardisation, ça c'est depuis les lois et les rues et ce genre de choses. Donc il faut vraiment revenir là-dessus, et nous on a chiffré ce plan-là à 20 milliards d'euros sur le quinquennat. Là aussi, aucune difficulté pour le financer. Le programme économique complet, il est à retrouver sur le site de Mélenchon 2022, et vous pouvez trouver ça très vite et très bien. Eh bien, on ira regarder tout ça en détail. Merci beaucoup, Arnaud Guevenatam. Philippe Gilles, je vous laisse la parole. Alors, comment le Parti Reconquête pense réformer l'hôpital public ? Alors, le Parti Reconquête, lui, pense et considère que pour réformer l'hôpital public, il ne faut pas rentrer dans une considération qui consisterait à dire que l'hôpital public est en dehors de la comptabilité générale de l'État. Ce serait une très grave erreur. Or, aujourd'hui, l'État a un bilan quand même qui est absolument désastreux, et penser reconstruire une politique en émettant tous les chiffres les meilleurs du monde avec les meilleures intentions ne nous exclut pas effectivement des 87 milliards de déficit extérieur que nous avons pour notre commerce, ne nous enlève pas les 3 000 milliards de dettes, ne nous enlève pas les 15 millions de pauvres qui sont dans ce pays, et ne nous enlève pas les 6 millions de chômeurs qui sont malheureusement en difficulté également, et ça ne nous enlève pas les 746 milliards de dettes supplémentaires que M. Macron a pu organiser durant son quinquennat. Donc tous ces chiffres-là font qu'on ne peut pas aujourd'hui facilement reconstituer les choses, même si sur une notion comptable simple, on peut considérer qu'effectivement il faut rembaucher, ce que nous proposons également, ça veut dire faire cet état général de l'hôpital aujourd'hui qui nécessite d'aller au fond du problème, vraiment, et épurer toutes ces difficultés. Après cette crise sanitaire, il y avait le bilan effectivement des lits, ça a été dit, qui ont été supprimés, même si effectivement il y a une modernisation du système hospitalier, de la technique hospitalière. Il n'empêche qu'aujourd'hui nous sommes de plus en plus nombreux, et nous le verrons dans le chapitre suivant, de plus en plus nombreux à avoir besoin de soins, parce que nous ferons partie du cortège des personnes vieillissantes, et j'en suis le représentant ici aujourd'hui. Vous voyez, 72 ans, c'était un âge qui compte. Bon. Donc il se passe bien quelque chose, et on regarde l'avenir avec un petit peu de difficulté. Donc le dogme de la rentabilité, effectivement, ne peut pas, justement dans le futur, par rapport au vieillissement de la population, rentrer dans un schéma acceptable pour réformer le système hospitalier, qui nécessite aujourd'hui une embauche de 4 000 personnes sur 5 ans. Il y a 8 000 médecins, effectivement, à ajouter. Il faut ajouter 30 000 infirmiers et infirmières, des soignants. Il faut faire un exercice maximum sur un exercice de 5 ans. Il faut vraiment, aujourd'hui, considérer l'urgence qu'il y a, et notamment qui est liée au vieillissement, nous y reviendrons. Il faut une vraie formation continue, parce que c'est vrai que les personnes hospitalières ont beaucoup souffert pendant cette période, et on peut leur être reconnaissant. Et notre reconnaissance ne doit pas se limiter à les avoir applaudis avec leur sac en plastique autour du ventre quand la situation était dramatique il y a quelque temps. Parce que c'était quand même ça, la réalité. Il faut quand même avoir un peu de mémoire dans notre histoire. Hein. À part ça, il faut redonner une autonomie aux hôpitaux par le système de la suppression des ARS, libérer les médecins également de la gestion administrative omniprésente. Moi, j'ai jamais mis médecin qui passe plus de temps à remplir des papiers qu'à soigner des gens dans les hôpitaux quand même. Hein. Donc, ils ont un vrai problème. Voilà, il y a une difficulté administrative qui est très très lourde, et on gagnerait certainement à libérer les médecins sur ce point. Et puis leur redonner également du sens au travail, parce qu'un médecin, et c'est pas mon voisin, M. Alauzet, qui le démentira, il a une vocation. C'est vocationnel, c'est pas des métiers qu'on fait comme ça par hasard. On n'est pas médecin par hasard, on est médecin parce qu'on avait
avait vraiment envie d'être médecin et de se mettre à disposition de ses concitoyens. Et puis, il faut également garantir dans les hôpitaux, ça c'est également d'autres médecins qui me l'ont dit, une véritable sécurité au niveau des soins d'urgence, parce qu'effectivement, les médecins qui sont venus aux urgences sont régulièrement agressés. Et c'est quand même un vrai problème sur ce point, parce qu'il y a une féminisation très importante des médecins, notamment dans les urgences, pour ce que me disent mes amis médecins féminins. Elles me disent bien qu'effectivement, la difficulté, c'est souvent des agressions nocturnes et que c'est très, très problématique à gérer. Donc voilà, globalement, l'hôpital fait partie d'un système. Il faut que ce système puisse fonctionner de manière équilibrée, qu'on puisse tous comprendre qu'on ne fera jamais l'économie d'avoir une politique particulière pour l'hôpital et qui serait indépendante du reste de la société. Les choses sont liées. Le vieillissement qui s'approche est lié effectivement parce qu'il va se multiplier et demander encore beaucoup plus de capacités hospitalières. Quand on parle effectivement de la psychiatrie, aujourd'hui, on ferme des hôpitaux psychiatriques, on lèche des gens qui sont en détresse psychiatrique dans la rue, et ces gens-là sont en errance comme ça, et on fait des EHPAD. Exemple, l'hôpital Dole-Saint-Illy, où on a limité déjà, la moitié de l'hôpital a été liquidée, et l'autre moitié maintenant va servir d'EHPAD plutôt que de servir d'hôpital psychiatrique. Et je connais des médecins psychiatres qui, effectivement, sont très en alerte sur ce point, et sont très inquiets de la situation, parce qu'ils vous disent, effectivement, il y a des gens qui nécessitent des soins, qui ne sont pas correctement suivis, qui ne sont pas correctement soignés, parce qu'ils ne sont pas admis dans une structure qui pourrait les prendre normalement en charge pour les aider dans leur détresse. Et ça, je pense que c'est un problème que nous devons tous bien entendre, parce qu'effectivement, c'est la difficulté sociale de notre pays, quelles que soient nos tendances et nos points de vue. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Gilles, pour ces premières propositions, enfin ces nouvelles propositions. On va terminer ce sujet avec vous, Léopold Comté. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter la réforme de l'hôpital public vue par le Parti socialiste ? La question que vous nous posez, effectivement, c'est quelles sont les propositions pour réformer l'hôpital public ? Si vous me permettez, je vais renverser la question. Parce que réformer l'hôpital public, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, à droite, si. D'ailleurs, parfois pour la droite, c'est mettre l'hôpital public à la réforme. Mais l'objectif, en tout cas, l'objectif d'Anne Hidalgo, c'est toujours améliorer la santé des Français. Alors les Français, on est très attachés à notre système de santé parce que c'est un modèle de solidarité. En France, la santé, c'est à chacun selon ses besoins. Il y a des pays où c'est à chacun selon ses ressources. Ça, c'est l'héritage du CNR, c'est l'héritage du général de Gaulle, d'Ambroise Croizat, et c'est ce que défend Anne Hidalgo. Mais aujourd'hui, effectivement, notre système de santé, notre hôpital public en particulier, est dans un très mauvais état, alors qu'il était un des meilleurs du monde. Et M. Guvenatam a rappelé que sous Lionel Jospin, le système hospitalier était en bon état. Il est vrai que entre 1997 et 2000, de nombreux efforts avaient été faits et Lionel Jospin soutient aujourd'hui Anne Hidalgo. Alors, Anne Hidalgo veut consolider le rôle de l'hôpital public comme pilier de la santé des Français. Le mal de l'hôpital public, on l'a dit, c'est une question de financement. Mais aujourd'hui, donc, il faut trancher le nœud gordien et Anne Hidalgo le fera. L'hôpital public, c'est le service public et c'est un de nos plus grands services publics avec nos écoles, nos commissariats et nos tribunaux. Notre hôpital public, c'est nos soignants. Et chacun ici autour de la table a rappelé leur engagement pendant la crise sanitaire et notre reconnaissance. On pourrait dire que ce sont les hussards blancs de notre République après leur engagement pendant 2 ans. Anne Hidalgo va rendre à l'hôpital public sa vocation de service public. Donc ça veut dire en finir avec cette logique comptable qui transforme l'hôpital en hôpital entreprise. Et il y a 2 problèmes au problème du financement. La tarification à l'acte, d'une part, et puis l'ONDAM. Elle engagera Anne Hidalgo la transformation de la tarification à l'acte, aujourd'hui en vigueur, pour amener progressivement cette tarification vers une tarification au parcours de soins. Il y a une nette différence entre le critère de l'acte et envisager le parcours de soins. Ensuite, Anne Hidalgo va transformer l'ONDAM. L'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et ce modèle participe en fait de la réduction des moyens hospitaliers. Anne Hidalgo va créer l'objectif national de santé publique. On va ainsi passer d'une logique de financement limitatif à une logique de financement en fonction des besoins des Françaises et des Français. Ces objectifs nationaux de santé publique seront débattus par le Parlement en début d'année, autour du mois de mars, par les députés puis les sénateurs, qui débattront des besoins de santé, de leurs évolutions, des priorités, afin de définir une enveloppe des dépenses de santé qui sera ensuite discutée lors du débat sur la loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Une meilleure santé pour tous, c'est une santé qui est adaptée aux besoins de la population. Donc en amont de cette discussion au Parlement, on associera les citoyens, les usagers et les soignants pour définir ces objectifs au plus près des réalités de terrain. Une meilleure santé pour tous, c'est aussi une santé, un système de santé et un système hospitalier qui est adapté aux soignants. Alors, il a été rappelé que dans le cadre du Ségur, il y a de nombreux investissements dans l'immobilier hospitalier, mais il faut continuer et poursuivre la revalorisation des carrières dès le début de carrière, parce que c'est comme ça qu'on attirera et qu'on suscitera des vocations. Et d'ailleurs, la lenteur dans l'application du Ségur a été très mal vécue par les soignants. Enfin, une santé pour tous, c'est un système de santé qui est réactif. Et là, je pense aux urgences. Ça a été brièvement évoqué. Les urgences, c'est parfois, pour ceux en tout cas qui n'ont pas de médecin traitant, la porte d'entrée vers le système de soins. Il faut aujourd'hui décharger les urgences qui sont engorgées. Et pour ce faire, Anne Hidalgo, elle fera en sorte que les médecins libéraux reprennent des permanences, principalement le week-end. Je vous remercie. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, du coup, ayant été au pouvoir et ayant fait ces constats qui étaient déjà ceux-là en 2017, pourquoi François Hollande n'a rien fait ? Je trouve que c'est un peu facile d'arriver 5 ans plus tard en disant on va faire la révolution dans l'hôpital quand vous aviez le Sénat, l'Assemblée nationale, les villes, les départements, les régions et la présidence. Est-ce que vous voulez réagir ? C'est sûr que c'est facile aussi quand on n'a pas de bilan. Hein. Quand on n'a pas de bilan, on ne peut pas être critiqué. Parce qu'il arrive que l'héritier soit plus mauvais que le fondateur, vous voyez. Ça peut être comme ça aussi. Ça, je crois. On a répondu pour moi. Bien, messieurs, merci pour vos interventions, des propositions très différentes venues de toutes parts. C'est très intéressant pour nous. Je vous en prie, chez vous, réagissez dans les commentaires, surtout les éléments qu'on vient de vous apprendre et de vous donner. On continue notre émission avec une nouvelle thématique tout de suite après ça. Nous arrivons au 3e volet de notre émission. Nous allons parler maintenant de la prévention. Selon l'enquête Harris Interactive, 80% des Français souhaitent le développement d'actions de prévention pour limiter l'apparition de problèmes de santé. La France est en queue de peloton des pays européens en matière de prévention, avec seulement 1,9% des dépenses de santé liées. Parmi les propositions de la Mutualité française, on retrouve notamment le développement de l'activité physique et sportive. Alors messieurs, comment comptez-vous réaliser la révolution de la prévention pour rattraper le retard de notre pays ? Avec quels moyens et quelles ressources ? Éric Alauzet, je vous en prie. C'est vrai que c'est difficile de développer la prévention dans notre pays et pourtant c'est si important. La première fois qu'on en parle dans une loi, c'est la loi de Marisol Touraine en 2013, je crois, donc c'est balbutiant. C'est difficile parce que les résultats de la prévention souvent sont à long terme et le temps politique, comme vous le savez, est à court terme. Pour autant, quand même, il y a un certain nombre de politiques qu'il faut saluer. La politique anti-tabac, menée depuis bien longtemps, gouvernement après gouvernement, produit des effets et c'est une vraie politique de prévention. Bon, toutes les invitations à faire du sport, et puisque c'est sous cette forme-là que vous avez posé la question et j'y reviendrai, font partie de la politique de prévention aussi. Il y a parfois de la prévention qui s'ignore. On ne sait pas trop que c'est de la prévention et pourtant ça contribue à améliorer l'état de santé. Et puisque vous parlez du sport adapté, c'est vrai que c'est une discipline qui est un peu méconnue, qui est souvent pratiquée d'ailleurs par des personnes qui ont fait la fac EPS, sport, et qui dérivent sur... enfin, qui dérivent, c'est pas péjoratif, en tout cas qui s'orientent vers ces pratiques d'accompagnement alors de personnes qui ont des spécificités de maladies ou autres et qui ont besoin d'une activité physique adaptée à leur maladie. Et donc, on vient de voter une loi très récente qui s'appelle la loi démocratisation du sport, qui justement met l'accent sur cette discipline du sport adapté, avec l'obligation dans la loi, la reconnaissance des maisons sport santé, avec la prescription du sport santé aux maladies chroniques. Jusque-là, c'était pour seulement les affections longue durée. Donc on élargit le champ, que la loi inscrit les missions d'intérêt général aux établissements de services médico-sociaux. Enfin bref, le sport prend beaucoup d'importance. Alors, autre sujet de prévention, l'alimentation, bien entendu, et l'instauration, il y a quelque temps, de ce qu'on appelle le Nutri-Score. C'est-à-dire quand vous achetez des aliments, maintenant ils sont classés A, B, C, D comme les frigos, et selon que vous avez plus ou moins de sel, de sucre, de graisse, et on sait que ces éléments-là produisent des maladies dégénératives en général, cardiovasculaires en particulier, mais pas que, bien d'autres aussi, et même parfois des cancers. Donc ce Nutri-Score, il est très utile, et il est parfois contesté. C'est bien dommage. Alors il est contesté notamment par celles et ceux qui ont des produits sous signe de qualité. Mais il ne faut pas tout mélanger.
Il ne faut pas tout mélanger. On sait très bien que quand on consomme du Mont d'Or, chez moi, on a un produit qui est relativement gras. Oui. On le sait, ça n'empêche pas qu'on en consomme. Ce n'est pas parce qu'il a l'étiquette E qu'on ne va pas en acheter. On va continuer à en acheter. Mais au moins, on a une information. Donc ça ne met pas en péril du tout les aliments ou les préparations sous signe de qualité. En tout cas, c'est très important, c'est une avancée de ce mandat. Ce qu'on propose pour la suite, c'est notamment une détection très précoce de ce qu'on appelle les dys chez les enfants. Dyslexie, dysorthographie, c'est de plus en plus fréquent. Il faut les dépister très tôt pour arriver à les résoudre. Ça, c'est de la médecine préventive. Donc, c'est un axe du programme qui est important. On instaurera aussi des bilans de santé automatiques à 25, 45 et 60 ans. Il y a beaucoup de maladies qui ne donnent pas de symptômes. C'est important d'aller les détecter. Le cholestérol, il faut attendre 20 ans pour qu'il donne des maladies cardiovasculaires. Donc, plus tôt on le détectera, mieux ce sera. Le diabète, on peut le détecter plus précocement aussi. Donc, le diagnostic précoce, ça fait partie de la prévention. On va aussi instaurer un suivi personnalisé et connecté de toutes les personnes qui ont des maladies chroniques. Ça demande vraiment à les maladies chroniques d'être personnalisées et avec les médecines connectées qui permettent de mesurer par exemple le taux de sucre de façon quasiment instantanée, ça permet d'adapter les traitements du diabète de façon en temps réel et d'avoir, plus on a de déséquilibre au cours de son parcours de vie, plus on a de conséquences de dégénérescence physique. Politique aussi axée sur la santé des femmes en particulier. Alors, on a commencé avec la pilule gratuite jusqu'à 25 ans. Il y a tout un plan sur l'endométriose aussi, sur la distribution de serviettes hygiéniques pour les étudiants. Tout ça, ça fait partie de la prévention également. Un pan sur lequel je vais insister, c'est les maladies environnementales. Et là, c'est tout ce qui est phytosanitaire notamment. C'est nuisible à l'environnement, mais c'est nuisible à la santé aussi. Ou les néonicotinoïdes. On a baissé de 95% l'utilisation des néonicotinoïdes et entre 50 et 70% celle des phytosanitaires. Très, très important. Il faut continuer, mais ça demande des mutations dans l'agriculture qui sont parfois un peu longues si on veut pas mettre nos paysans sur la paille instantanément. La question des ondes aussi, de tout l'environnement électromagnétique pour les enfants, donc prévention, éducation des parents, c'est très important. Et puis je signale au passage que nous avons déjà le 100% santé. Parce que je ne sais pas si vous avez bien entendu tout à l'heure dans le premier thème, le 100% santé existe pour les oreilles, les dents et les yeux. Et ça, c'est de la médecine préventive, parce que quand on se dégrade au niveau des dents et des oreilles, ça peut coûter très très cher, si encore on peut rattraper le coup, ce qui n'est pas toujours évident. Donc le 100% santé existe, les gens les plus démunis peuvent accéder au 100%. Je précise au passage que les gens qui sont en affection longue durée, les plus modestes, ont la capacité aussi de faire prendre en charge par la sécurité sociale à 100% leurs frais sans avance de frais. Parce que l'avance de frais, c'est parfois une difficulté. Je terminerai par le rôle, je fais un petit compliment aux mutuelles, parce que dans le côté de la prévention, elles sont souvent innovantes. Et moi, je tiens à conserver le système de financement, contrairement à mon voisin qui veut tout rapatrier à la sécurité sociale, mixte, privé, public. Les mutuelles, c'est du privé, il n'y a pas que des mutuelles. Et donc, parce qu'elles ont un rôle très souvent d'innovation et elles peuvent s'appuyer sur l'article 51 de la loi de finances 2018 qui prévoit des fonds dédiés à l'innovation en santé et notamment la prévention. Merci beaucoup pour ces présentations. Vous avez rattrapé le petit temps Vous êtes gentil. d'écart de tout à l'heure. Voilà, je vous ai mis les 20 secondes en plus. À vous, Arnaud Guvenatam, quelles sont les propositions de la France Insoumise en termes de prévention? Comment peut-on rattraper notre retard en France? Déjà, un constat, effectivement, il y a de plus en plus de maladies chroniques qui sont liées à des questions d'alimentation, des questions de pollution. Je pense aux maladies type liées à la malbouffe, obésité, diabète, cholestérol, pollution de l'air aussi, qui fait énormément de morts et sur lequel, effectivement, il doit y avoir un plan massif de développement des transports en commun, de lutte contre les pollutions et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça fait aussi partie, même d'un point de vue de politique environnementale, d'une politique de prévention et de limitation, effectivement, du développement de maladies. C'est lutter aussi contre les pesticides et malheureusement, les promesses ne sont pas forcément tenues par rapport à ce qui avait été annoncé en début de mandat. C'est aussi lutter contre les maladies qui peuvent être issues du traitement encore de l'amiante. Typiquement, on en découvre encore. Quand on va poser de la fibre chez des gens, on fait des détections techniques amiantes parce qu'effectivement, dans des bâtiments qui sont ruraux et très anciens, on ne peut pas percer comme on veut parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a encore de l'amiantage dans les habitations. Donc, effectivement, il y a encore des choses à faire en termes de prévention sur ces questions-là. Évidemment, les questions liées aux produits chimiques et à l'industrie. On a vu à Rouen, effectivement, l'explosion de Lubrizol. Quels dégâts sur l'environnement, quels dégâts sur les gens
je ne dis pas qu'il y a eu des dégâts, hein, je suis en train de dire qu'il faut qu'on ait une analyse et une manière de se projeter vers l'avenir sur la manière dont il faut qu'on anticipe et qu'on planifie le fait que notre industrie soit moins polluante. Ça fait aussi partie des politiques de prévention. Je disais articuler sur les mesures sociales et les mesures environnementales, mais ça nécessite des ruptures. Sur la malbouffe, certes, le Nutri-Score, et je rends hommage au député de Gironde, Loïc Prudhomme, de la France Insoumise, qui a beaucoup travaillé sur les questions de malbouffe. Il y a des ruptures à faire, parce que juste dire A, B, C, D ou E, c'est pas suffisant. Certes, c'est informatif, c'est mieux que s'il y avait rien, mais il faut quand même qu'il y ait une lutte qui soit menée par l'État contre le lobby de l'agro-industrie, contre ceux qui ne veulent pas réduire les taux maximum de sucre, de graisse et de sel dans l'alimentation, dont on sait que sur le long terme, ça va développer des maladies, des cancers et ce genre de choses. Ce qu'on peut investir maintenant pour éviter ces maladies, ça sera toujours ça de moins qui sera traité en fin de vie chez les gens, parce qu'on sait que le 60% des dépenses de santé arrivent dans les 6 derniers mois de la vie d'une personne. Donc plus on investit dans la prévention, plus on fait en sorte que les comptes de la sécurité sociale soient ouverts, parce qu'effectivement, on sévit tout un tas de maladies longue durée qui sont extrêmement coûteuses et surtout extrêmement douloureuses pour les gens et leur entourage. Donc, je disais rupture sur les questions alimentaires, évidemment sur les questions environnementales. Donc là, effectivement, il y a tout un lobby du pétrole qui pollue l'air, les eaux, tout ce qui est lobby pesticides, ce genre de choses, donc sur lequel il va falloir mettre clairement mettre le point sur la table, parce qu'il faut qu'on fasse la transition aussi écologique de notre agriculture. Hein. Si on veut passer au 100% bio, il va falloir recruter 300 000 agriculteurs, donc c'est de la formation, c'est de la prévention, c'est de l'éducation, c'est de l'investissement. Je dis aussi mettre fin aux épidémies. Il y a une épidémie qui fait rage aussi encore en France, c'est l'épidémie de VIH. Donc nous, avec Jean-Luc Mélenchon, on est pour lancer un grand plan de dépistage et mettre à disposition gratuit le PrEP, qui permet de limiter et d'empêcher les infections avant un rapport. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a été très en avance dans nos propositions dès 2018 ou même dès 2017. C'est aussi un plan de prévention d'1 milliard d'euros qui est demandé par les associations féministes pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour faire reculer les féminicides. Je pense qu'effectivement, sur cette question-là, il y a une question de pédagogie, il y a une question d'investissement, il y a une question de développement des structures d'accueil, de formation, de recueil de la parole. Donc là, effectivement, ce milliard, il sera mis sur la table. Et puis, c'est aussi dans l'entreprise, faire de la prévention, c'est avoir une vraie médecine du travail qui permette effectivement de suivre chaque salarié, qu'on pourrait même étendre aux chômeurs, hein, de telle sorte qu'on sait que le chômage fait 15 000 morts par an, qu'effectivement, sur ces visites-là, il puisse y avoir des détections et de la prévention. Très bien. Beaucoup de propositions. Merci beaucoup, Arnaud Gumenatam. Merci à vous. Philippe Gilles, à vous la parole. Comment envisagez-vous la prévention en matière de santé ? Alors, la prévention, on avait un thème prévention et grand âge. Donc grand âge, on y viendra plus tard. On y ira plus tard. Donc la prévention. La prévention, elle passe effectivement par un développement de la médecine en ce qui concerne la prévention justement des grandes maladies connues aujourd'hui et reconnues. L'État a quand même des leviers pour exiger des industriels, puisqu'on en parlait très justement concernant les teneurs de sucre et de sel dans les aliments. Moi, je suis toujours très inquiet et étonné de voir qu'effectivement, on retrouve toujours les mêmes produits avec des taux très importants de ces deux produits qui sont à l'origine probablement d'une très grande partie des maladies aujourd'hui, au travers du diabète et des cancers d'ailleurs, et qui ne sont pas régulés du tout, alors que ça devrait être imposé de manière très, très stricte. On n'est pas obligé de tomber dans une américanisation de l'alimentation avec tout ce que ça comporte pour arriver au score absolument ahurissant de mortalité due à l'obésité, par exemple aux États-Unis, et qui en France, pour l'instant, n'a pas encore fait le pas parce qu'on attend encore 1 ou 2 générations pour y parvenir, mais on voit quand on marche dans la rue que beaucoup de jeunes effectivement sont en très forte surcharge pondérale, et on peut se dire qu'effectivement il y a une difficulté à résoudre sur ce point et qu'il est absolument nécessaire d'arriver à résoudre le problème. Et quand on parle de ces maladies, on parle évidemment, au terme de la prévention, on parle des maladies qui sont cardiovasculaires évidemment, mais on parle peu ou insuffisamment, je crois, des maladies cérébrales qui effectivement sont souvent issus des éléments de pollution qui ont été évoqués ici, mais pour autant, les choses ne sont pas prises en charge, justement, parce que, pour rejoindre le chapitre précédent, la psychiatrie moderne, aujourd'hui, n'a plus du tout les moyens, elle est totalement indigente, elle n'a pas les moyens du tout de rencontrer des personnes. Quand on a un problème, une difficulté hospitalière, une petite coupure, etc., on va à l'hôpital se faire soigner parce que, effectivement, il n'y a plus le médecin de campagne qui va remettre les 2 points nécessaires. Par contre, quand on a un problème et une déficience qui se dessine dans le temps, on fait
est 1, 2, 3, 4 médecins et rien ne se fait finalement. On prend quelques médicaments, personne n'a vraiment établi le vrai diagnostic parce que justement, il n'y a pas cet entonnoir qui se termine par quelqu'un qui peut juger de l'état du patient. Donc développer cette médecine préventive est extrêmement important et nous on y vient beaucoup, surtout quand on parle de 228 milliards quand même de fonds qui sont dépensés pour la prévention. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à faire et c'est la prévention de ces maladies justement qui interviennent. On revient également effectivement après tout ça aux moyens de la formation qui permettrait de retarder le moment des dépendances. Donc quand on parle de la prévention, ça fait partie aussi de ce jeu qui permettra pour le chapitre suivant de recevoir les gens qui seront malades le plus tard possible dans un schéma normal. Quand on arrive à un certain âge, d'ailleurs, on peut témoigner de notre environnement très simplement, parce qu'on passe souvent plus de temps en sortie dans des maisons pour des amis qui sont très affectés, ou pour des chambres mortuaires d'ailleurs, que le cinéma annuel. C'est plutôt la sortie de la personne âgée, vous voyez. Donc c'est souvent la messe d'enterrement, etc. Il faut y penser quand même. Ça nous arrivera à tous, puisqu'il y a au moins une justice, c'est que nous finirons tous de la même manière. Donc partant de là, si vous voulez, pour être très, très clair, il y a effectivement un moment où cette dépendance, cette prévention doit s'organiser, parce que la dépendance, c'est la cause de la prévention qui n'a pas été suffisamment travaillée au regard des problématiques qui peuvent se poser. Il faut donc créer des postes d'ici les époques qui nous attendent. Ça veut dire 250 000 postes sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, etc. Donc il faut étaler ces postes, il faut les constituer parce qu'ils vont aider à la prévention, ils vont aider à nous en sortir de ce côté-là. Maintenant, il y a véritablement une réorganisation à faire entre le lien État et département pour que la prise en charge, effectivement, de ces phénomènes de dépendance qui s'organisent progressivement puissent s'opérer. Les départements ont des vraies responsabilités sur ce point puisqu'ils sont en charge des budgets qui gèrent ces difficultés. Et on se rend compte que les budgets en question sont de plus en plus atteints parce qu'à l'amont, les choses ne sont pas faites non plus. On récupère souvent des situations, les collectivités sont mises au pied du mur alors qu'elles n'ont pas les moyens justement d'y faire face. Et c'est une alerte qu'on peut lancer quand on est élu justement, reconnaître que cette difficulté budgétaire permanente, parce que la situation s'aggrave dans le domaine de la prévention qui n'est pas suffisamment régulée, est un véritable obstacle à une justice, on va dire, sanitaire normale. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui aujourd'hui est très démuni s'alimentera beaucoup plus mal que quelqu'un qui a les moyens de choisir son alimentation. D'ailleurs, les vrais enjeux de l'avenir, on le sait, ce sera la qualité de l'alimentation et l'eau, par exemple. Très bien. La qualité de l'eau. Très bien. Je rebondis, il vous reste quelques secondes. Les 250 000 postes que vous pensez, enfin que vous aimeriez créer dans le cadre de la prévention, ce seraient des postes de quoi? Enfin, pour qui exactement? Ce sont des postes d'abord d'assistants, parce qu'on se rend compte que dans la prévention, il y a une prise en charge qui se fait progressivement en fonction de la dégradation des personnes, et ces postes doivent jouer. Aujourd'hui, vous avez la vraie problématique quand on parle de la prévention, les aidants. Les aidants souvent rentrent dans un jeu, ils se retrouvent avec des années à aider, alors qu'ils étaient prévus, entre guillemets, qui n'aideraient que quelques mois. Vous voyez, ça arrive souvent. On aura l'occasion sûrement d'en reparler plus tard. Et je parle de la situation des femmes, notamment dans ce domaine, qui, malheureusement, sont souvent les aidantes. Merci Philippe Gilles. On continue, même question sur la prévention. Léopold Comté, je vous en prie. Merci. Un indicateur parmi d'autres pour avoir une idée de la qualité de la santé publique, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Alors en France, l'espérance de vie, c'est 85 ans pour les femmes et puis c'est 79 ans pour les hommes. Mais enfin, si on regarde l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire l'espérance de vie, les chances qu'on a de vivre sans incapacité quotidienne, c'est 64 ans pour les femmes et puis c'est 63 ans pour les hommes. Alors c'est assez jeune. Et puis, quand on regarde ce que Macron veut faire avec les retraites en les repoussant à 65 ans, il y a de quoi s'inquiéter. Je m'en tiens à ces chiffres. Il y a du travail pour faire progresser la santé publique dans notre pays. L'alcoolisme, le tabagisme, la sédentarité, la maladie du soda, les questions de santé mentale, ce sont des sujets extrêmement importants. Et la clé, c'est la prévention. En France, on est très en retard. Il y a eu un livre blanc au début des années 1990, il y a eu la loi Evin, il y a eu la loi Touraine qui a été citée, 2016. Donc on voit que les socialistes ont été au rendez-vous de la prévention. Mais il faut mettre plus en avant la France sur le chemin de la prévention. Alors, Anne Hidalgo, elle axera sa politique de prévention sur 2 idées fortes. Le premier axe, c'est avec qui? Eh bien d'abord, on associe les mutuelles à la révolution de la prévention. Le tout sécu qui a été évoqué, c'est non. On associe les mutuelles à la fabrication d'une meilleure politique de santé publique et donc d'une politique de prévention. C'est au fond l'ADN politique d'Anne Hidalgo. C'est faire la démocratie partout, et en l'occurrence la démocratie sanitaire. On a beaucoup vu les décisions sanitaires qui ont été prises en conseil de sécurité restreint,
On a appris récemment que des cabinets de conseil intervenaient aussi pour déterminer certaines politiques. Alors, il faut associer au contraire les corps intermédiaires. Et les mutuelles ont toute leur place dans l'élaboration des politiques de prévention parce qu'elles ont une force, c'est leur caractère d'innovation. Pardon, excusez-moi. Sur les questions d'innovation, moi je pense en particulier à la santé environnementale. Ça a été évoqué, alors les problèmes d'alimentation, les problèmes d'eau qui ont été évoqués il y a quelques instants, c'est des enjeux très importants, mais en tout état de cause, les questions environnementales vont être un enjeu particulier en matière de prévention. Donc j'ai dit 2 idées fortes. Le second axe, c'est mettre les moyens. Quel argent on va mettre pour la prévention? Indéniablement, il faut faire plus qu'aujourd'hui. Il faudra pousser l'effort au-delà. Aujourd'hui, c'est 1,9% de nos dépenses de santé. Et c'est en fait, ce qui est en jeu, c'est l'avenir d'un système de santé qui soit mature. Ça veut dire qu'il faut porter un investissement qui va à la fois améliorer la santé des Français, leur permettre de vivre plus longtemps en bonne santé, et en même temps éviter des soins qui sont particulièrement coûteux. Et c'est ce qu'on appelle ça on appellerait ça un système de santé mature. J'aimerais dire un mot en particulier de la santé mentale qui a été brièvement évoquée. Alors sans exclusive, je voudrais parler de la situation des jeunes sur ce point en particulier. La santé mentale, il y a un effort absolu à faire là-dessus. Anne Hidalgo est très sensible à cet enjeu qui a concerné en particulier les jeunes depuis 2020. La crise sanitaire a mis les étudiants dans des situations particulièrement difficiles et en tout état de cause, au-delà de cette crise sanitaire, la crise climatique qui vient est un enjeu d'anxiété absolue. Pour ce faire, il faut recruter des psychiatres. Et comme ces situations d'anxiété ne touchent pas que les jeunes adultes, et qu'elles touchent aussi les enfants, il faut recruter des pédopsychiatres. Et surtout, il faut acter la prise en charge par la sécurité sociale des dépenses en matière de santé mentale. Voilà pour les éléments les plus saillants des propositions d'Anne Hidalgo. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Il vous reste 50 secondes. Est-ce que vous avez un point, par exemple, la santé mentale, ou vous voulez... Pas en particulier. Pas en J'ai particulier, essayé de ouais. brosser les points principaux. Très bien. On reportera ce temps sur la prochaine question. Julien Audoul, à votre tour, que peut-on faire en matière de prévention pour rattraper notre retard en France ? La prévention, ça a toujours été, et il faut le regretter, l'angle mort de la santé publique. On n'a pas cette tradition en France, on n'a pas cette habitude de prévention. Alors que la prévention pour tous, c'est la santé pour tous. Et la prévention que souhaite, la politique de prévention que souhaite Marine Le Pen, c'est justement une prévention qui va permettre de réduire les inégalités sociales. Parce que ce qu'on observe, et je partage le constat sur le recul de l'espérance de vie en bonne santé, c'est que les plus fragiles d'entre nous, ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, ceux qui ont des métiers pénibles, ceux qui vivent dans des déserts médicaux, ceux qui, encore une fois, notamment ceux qui doivent faire le plus de kilomètres pour aller travailler, ceux qui ont eu des vies pénibles, bah, effectivement, ils ont une vie beaucoup plus dure et ça s'en ressent sur leur espérance de vie. Donc il y a une profonde inégalité qui s'est creusée et ça rejoint effectivement le débat sur les retraites. Travailler plus et plus longtemps, effectivement, va creuser cette inégalité. Donc la prévention, il faut véritablement la prendre à bras-le-corps et cette prévention, surtout, elle a été dégradée, les politiques de prévention ont été dégradées avec la crise du Covid, il faut bien le dire. Énormément de soins ont été reportés, énormément de diagnostics ont été non établis. Si je m'en réfère aux chiffres de la Ligue contre le cancer, c'est à 93 000 diagnostics non établis pour la seule année 2020. Et la Ligue nous renseigne sur un chiffre effrayant, ça engendrerait entre 1000 et 6000 décès supplémentaires. Il y a eu aussi effectivement un problème avec le VIH, on n'en a pas parlé pendant la crise du Covid. Il y a aujourd'hui une déconnexion, notamment de la jeunesse, avec la prévention, avec des habitudes qui avaient été prises avant. Beaucoup moins de spots publicitaires aussi, beaucoup moins d'enseignement à l'école également. Il y a eu un désert à ce niveau-là qui va malheureusement engendrer des drames. Donc il faut reprendre, je dirais, la prévention comme une priorité. Et ce qu'on observe depuis des années, c'est qu'elle a été oubliée. Elle a été oubliée sur le front des déserts médicaux, elle a été oubliée parce que l'hôpital public a été étouffé et la République française, l'État français a délégué cette prévention, a délégué à des associations qui effectuent ce travail admirablement, quelquefois avec des moyens insuffisants, mais ça devrait être l'État qui opère ces politiques de prévention. Donc Marine Le Pen souhaite véritablement que l'État reprenne ce sujet à bras-le-corps. Ça passe évidemment par le renforcement du système de santé, ça passe évidemment par la lutte contre les déserts médicaux, parce que si on voit son médecin
médecin traitant 1, 2 fois, 3 fois par an, et si on peut le voir au moins une fois par an, effectivement, ça limite le nombre de diagnostics non établis, et donc on peut prévenir certaines maladies, et puis soulager les soignants de la tension, et leur permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour faire de la prévention également. Le temps de discussion, plutôt que le temps d'administration, le temps de bureaucratie, c'est du temps gagné aussi pour les patients. Marine Le Pen souhaite aussi le rétablissement des visites médicales systématiques en milieu scolaire. Ça aussi, ça a été effondré, il faut bien le dire. Il y a une carence par rapport à ces 20 dernières années, ce qui, malheureusement, sur l'obésité, sur des comportements divers et variés, on voit bien que la jeunesse aujourd'hui de 2022 est beaucoup moins équipée, beaucoup moins éduquée sur cette prévention que l'étaient les jeunesses précédentes. Et puis sanctuariser aussi la médecine professionnelle. La médecine professionnelle a été émiettée par le gouvernement Macron, il faut bien le dire. Je m'inscris totalement en faux sur un autre sujet, sur le Nutri-Score. Je considère que le Nutri-Score, qui pénalise des produits de très très bonne qualité, qui font la renommée de notre patrimoine à la fois régional et national, le Nutri-Score est une aberration totale. Vous avez des produits de fast-food qui sont mieux notés que le Comté, que le Mont d'Or, qui sont des produits de très très grande qualité, qui font encore une fois la fierté de notre pays. Donc tout ça évidemment n'est pas pour améliorer la prévention sur certaines maladies. Marine Le Pen souhaite aussi renforcer le nombre de gynécologues dans les départements. Il est totalement scandaleux qu'aujourd'hui, en 2022, vous ayez des départements où il n'y a pas un seul gynécologue, où nos compatriotes, les Françaises, n'ont pas un seul gynécologue dans certains territoires. Et puis oui, des causes qui ont été depuis des années un peu oubliées, voire un peu méprisées, comme l'endométriose, effectivement, qui doit être reconnue, qui doit être mise sur la table. Et Marine Le Pen est très soucieuse justement de mettre cette cause, je dirais, au premier plan, parce que des femmes aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il faut bien le dire, arrivent à se faire entendre et malheureusement, elles ont été oubliées par les politiques publiques. Merci Julien Audoul pour les propositions du Rassemblement national. Si je peux me permettre... Vous restez 50 secondes, je vous en prie, allez-y. La remarque qui a été faite par M. Audoul sur la question de la santé au travail est particulièrement juste. Il est vrai que on abîme nos corps au travail. Et Anne Hidalgo est très attachée à ce qu'on rétablisse les CHSCT. Et il est vrai que en matière de santé au travail, il y a de très nombreux efforts à faire. Et comme il me restait quelques instants pour en parler, je me suis permis de le faire. Eh bien, vous avez très bien fait. Il vous restera toujours 20 secondes qu'on récupérera la question suivante. Merci, messieurs, pour ces propositions sur la prévention. On continue notre émission juste après ça. Et nous allons aborder maintenant le dernier thème de cette émission, et pas des moindres, le grand âge et l'autonomie. La crise sanitaire et le scandale d'Orpea ont mis un vrai coup de projecteur sur les EHPAD. L'âge d'entrée en EHPAD ne cesse de reculer pour se situer aujourd'hui en moyenne à 85 ans et 2 mois. Plus du tiers des résidents en EHPAD souffrent d'une maladie neurodégénérative. Comment, selon vous, transformer le modèle des EHPAD ? Est-ce que cela passe par un renforcement des compétences médicales et des soignants ? Arnaud Guvenatam, je vous laisse la parole en premier. Déjà, merci. Effectivement, le scandale Orpea a été profondément choquant et surprenant, surtout pour ceux qui ne s'intéressaient pas forcément à la situation des EHPAD avant d'avoir cette crise. Nos parlementaires de la France Insoumise ont longuement travaillé depuis 2017 à créer des plans justement pour repenser les EHPAD, parce qu'effectivement, il y a des logiques comptables où les EHPAD privés pensent effectivement à faire du profit sur nos anciens, on appelle ça leur grille. Hein. Et moi, je crois qu'on mesure la maturité d'une société à la manière dont elle traite ses anciens et ses personnes dépendantes. Et je crois qu'effectivement, il va falloir remettre les choses dans l'ordre. On est dans un contexte extrêmement difficile où on a du mal à recruter dans les EHPAD, on est en sous-effectif. La question des profits amène à tirer systématiquement les temps où les personnels s'occupent des personnes, c'est de plus en plus court. On fait des économies sur les couches. François Ruffin avait montré qu'il y avait même un plan pour faire des économies sur les pépitos. Enfin, je veux dire, on est dans un monde qui ne tourne pas rond. Le constat, il est simple. Nous, on part du principe que le profit sur les personnes âgées, ça, c'est terminé. Personnes âgées et dépendantes. C'est la fin des EHPAD à but lucratif.
Donc là, effectivement, il va y avoir aussi un plan de recrutement énorme, de telle sorte qu'il y ait 0,7% de personnes pour un résident, alors que là, on est à 0,5. Donc là, il faut qu'on ait plus de monde aussi dans les établissements. Donc ça va nécessiter le recrutement de 240 000 personnes. Et dans les EHPAD publics, il va falloir créer 10 000 places par an. Et revaloriser les métiers parce qu'effectivement, les personnes qui sont dans les EHPAD sont extrêmement mal payées, ils travaillent dans des conditions qui sont extrêmement choquantes et ça, effectivement, c'est plus supportable. Donc ça va nécessiter de mettre en place un vrai service public de la dépendance et ça passera par la création d'un réseau public de maisons de retraite où les tarifs seront harmonisés parce qu'il faut aussi dénoncer un autre scandale. Hein. Les prix sont scandaleux. Moi, j'ai eu des personnes de ma parentèle qui se sont retrouvées dans des EHPAD en très très fin de vie parce que effectivement, on a pris sur nous de garder au maximum les personnes à la maison parce que, bon, c'est un choix, mais quand on a des petites retraites, alors qu'on a travaillé toute sa vie et puis qu'on doit payer 2 400 € par mois, c'est violent. Donc là, effectivement, là aussi, des tarifs harmonisés de telle sorte que, effectivement, tout le monde puisse avoir accès aux services publics, ça me semble être une situation dont on ne peut pas se faire l'économie. Donc on a chiffré ce plan-là à 11,2 milliards d'euros. Donc là, je renvoie aussi au chiffrage du programme. Mais il y a aussi tout le maintien à domicile. Parce qu'effectivement, si on voit que l'âge d'entrée en EHPAD recule, eh bien, il y a quand même un nombre non négligeable de personnes qui aimeraient finir leur vie chez elles. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut respecter et il faut investir de telle sorte qu'on puisse accompagner nos proches jusqu'au bout dans la dignité. L'autonomie, c'est pas que le grand âge. C'est aussi les personnes en situation de handicap. Et c'est assurer l'autonomie financière des personnes en situation de handicap, ça passe par la revalorisation de l'AAH, de telle sorte qu'elle soit plus, maintenant qu'elle soit calculée indépendamment des revenus du conjoint. Ça, c'est aussi quelque chose sur lesquels, à l'Assemblée, on a beaucoup travaillé et sur lesquels on ne lâchera pas. C'est aussi le financement et l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel, parce qu'il y a encore effectivement beaucoup de déficits là-dessus, et un investissement aussi dans les bâtiments publics, de telle sorte qu'il n'y ait plus de bâtiments publics qui ne soient plus accessibles aux personnes qui sont dépendantes ou en situation de handicap. Donc, ça va nécessiter une augmentation des capacités d'accueil et d'accompagnement, que ce soit des personnes en situation de handicap et des personnes dépendantes. Mais aussi, il va y avoir de la médecine et des médecins à recruter sur la médecine psychique, parce que dans les EHPAD, il y a beaucoup de maladies neurodégénératives. Et effectivement, ça, c'est un traitement, et ça, je l'ai connu, hein, c'est un traitement très particulier qu'on a dans les unités, notamment Alzheimer, où là, effectivement, il faut un accompagnement, je dirais, aux petits soins, vraiment de manière qui permette vraiment de respecter les gens dans leur dignité jusqu'au bout, parce qu'effectivement, je crois que c'est vraiment, au-delà des aspects financiers, vraiment une question de dignité humaine. Très bien. Merci beaucoup pour ces présentations. Philippe Gilles. Alors ce vaste problème, parce que la perte d'autonomie est un énorme problème qui aujourd'hui, on n'en voit que la partie immergée de l'iceberg, parce que la partie inférieure est énorme. Hein. On parle aujourd'hui d'un budget de 139 milliards, 140 pratiquement d'ailleurs pour la vieillesse. Quand on compare au prix des soins, qui était de 238 milliards, on voit déjà la proportion qui s'annonce et qui n'est pas finalisée pour la suite, malheureusement, du programme. On a effectivement 29 milliards sur l'autonomie, c'était la loi du 7 août 2020. Alors il y a un constat à faire effectivement sur les EHPAD, mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bébé en même temps. Je pense que l'état actuel de la France, économiquement en général, son économie générale plutôt, ne peut pas prétendre à se passer effectivement d'investissement privé qui a toute sa place. Mais pas un investissement privé à n'importe quel prix. Effectivement, le scandale, puisqu'il semblerait que c'est en soin d'Orpea, nécessite quand même une reprise en main très très sévère des services de l'État et effectivement, notamment des attributions, puisque les EHPAD ne s'installent pas comme ça par hasard, elles sont installées avec des autorisations très particulières, des agréments, et il faut sur ce point effectivement que les préfets effectivement soient très vigilants aux agréments et soient très vigilants ensuite à l'application des agréments qui peuvent s'en suivre en termes d'application des organisations de ces EHPAD. Alors le constat des EHPAD, c'est 730 000 patients actuellement, on peut dire patients, parce que souvent les gens des EHPAD sont très affectés. Ça a été dit et c'est bien vrai, parce que j'ai l'occasion malheureusement de visiter des amis en EHPAD et je vois dans quel état ils sont. Hein. Donc il y a un vrai problème. Ils seront 1,5 million en 2030 et on sera 5,2 millions depuis 85 ans en 2050. Voilà, ça donne un petit peu un état des lieux qui est quand même très inquiétant. Et nous serons 2 millions en perte d'autonomie en 2030. Et les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans
à la même époque. Voilà, ces chiffres-là sont quand même des chiffres très alarmants qui doivent nous inquiéter, mais on a des solutions. Il ne faut pas non plus être défaitiste et tout craindre, mais il faut vraiment s'organiser. Et s'organiser, effectivement, c'est gérer les 7517 EHPAD qui représentent aujourd'hui ces 664 000 résidents, privés ou publics d'ailleurs, hein. Il faut peut-être renforcer, c'est ce que propose M. Zemmour, renforcer les habitats mixtes. On a des maisons maintenant qui sont pour des personnes âgées, semi-dépendantes, etc., avec des couples qui sont plus jeunes, qui vivent avec eux, qui peuvent donner l'alerte, etc. Donc ça rentre dans le cadre de la prolongation, effectivement, de la santé de ces personnes. Il faut renforcer également la surveillance des volus, comme je le disais au préfet, ça c'est clair sur l'établissement des établissements de quatrième âge. Je reviens à Orpea, qui est vraiment un scandale et sur lequel nous aurions dû réagir bien avant. Si l'administration avait été vigilante, il y avait quand même des lanceurs d'alerte qui étaient là. On ne les a pas beaucoup écoutés, visiblement, et on découvre soudainement la roue. Elle existait déjà depuis bien longtemps, la roue en question, hein. Donc il y a également un renforcement des dotations aux services hospitaliers, long séjour, et pour les services de gérontologie, puisqu'ils sont souvent en charge, les longs séjours, pour les personnes les plus malades et qui ont le moins de moyens, parce que l'EHPAD coûte très cher, évidemment. La maison de retraite, déjà, coûte très cher aussi, mais c'est une logique, effectivement, qui rentre dans une logique économique générale, qui fait qu'effectivement, les entreprises qui investissent et les fameuses personnes qui les aident au titre des investissements souhaitent gagner de l'argent. C'est quand même notre logique en général. Personne ici ne se lève le matin pour ne pas gagner d'argent. Il y a très peu de bénévoles parmi nous, hein. Voilà. Donc c'est une règle qu'il faut bien comprendre. Et la remise, oh monsieur, je ne pense pas que vous leviez le matin simplement pour plaisir, hein. Je ne crois pas. Hein. Je ne sais pas quelle est votre situation. Non mais vous permettez de relever le truc, je ne crois pas qu'on soit bénévole. Le grand âge et l'autonomie, voilà. Alors c'est un homme de grand âge qui vous dit, monsieur, qu'à 72 ans il travaille encore, il se lève encore le matin, vous voyez, et pas pour rien, je vous le dis quand même, hein. Voilà. On maintient des gens à domicile, c'était possible parce que nous, oui, on a monsieur. permis en famille, en bénévolat, oui, de faire le maintien aux personnes. Oui, monsieur, mais c'est voilà. Peut-être aussi un problème. Vous voyez, c'est un problème. C'est un problème pour vous, mais ne parlez pas non, pour monsieur, les autres. Je donne mon point de vue, monsieur. C'est la seule chose que je donne mon point de vue, vous avez donné le vôtre. Je ne vous ai pas votre point de vue. interrompu. Je Je ne vous ai pas interrompu, monsieur, quand vous donniez votre point de vue, donc j'aurais que vous ayez la correction de ne pas m'interrompre quand je donne le mien. Voilà, je donne mon point de vue par rapport à mon expérience, par rapport à ma vie, et ce que je connais. Et pour avoir un peu plus d'âge que vous, je pense connaître un peu plus ce sujet. L'agisme. C'est pas le ça y est. sujet. Oui, monsieur, peut-être. Eh ben, Il faudrait écouter la sagesse, monsieur. Oh. Vous en auriez plus. Dites-nous, Alors, je reviens simplement. Vos programmes sur l'autonomie. Je reviens également sur la remise à l'ordre du jour des lois abandonnées depuis 2018 par le gouvernement, qui concernait ambitieusement d'ailleurs la loi sur le vieillissement et le grand âge, dans le prolongement de la 5e branche d'autonomie. Oui. Là, il y avait 2 lois très importantes, très nécessaires. Il faudrait vraiment les reprendre, les remettre sur le métier et avancer. Et puis alors, le coût de ces lois, on le connaît, il est de 400 000 millions d'euros. C'est pas énorme pour 2022. On est sur des charges salariales pour les gens qui travaillent de 22 € de l'heure, c'est pas non plus excessif. Notre candidat propose 10 000 postes à traiter. Et puis un dernier sujet très rapidement. C'est la mort dans la dignité qui fait partie effectivement de la fin de ce cycle, qui est importante, et une réforme de la loi Leonetti. Et pour donner mon accord à ce monsieur, un accord que je partage avec vous, ça va vous étonner monsieur, c'est effectivement le prix du Pépito qui m'affecte énormément, hein, je vais vous le dire. Merci. On va mettre un peu d'humour à la fin de tout ça. Très bien. Merci Philippe Gilles pour la présentation. Léopold Comté, qu'est-ce que le Parti socialiste propose pour le grand âge et l'autonomie? Bon, indéniablement, il faut repenser le modèle des EHPAD. Alors, il ne faut pas amalgamer tout le privé. L'offre privée d'hébergement, il y a des choses très bien, l'associatif fait de très bonnes choses, mais il est vrai aussi que les tarifs sont les plus intéressants avec l'offre publique. Et il faut remettre la mairie au milieu du village. Il y a de la place pour l'offre privée, il y a de la place pour l'offre publique, mais surtout, il faut faire toute sa place aux bonnes pratiques, à la bientraitance, aux soins portés aux personnes hébergées. Alors, le scandale qui a été révélé récemment dans l'enquête qui s'intitule « Les Fossoyeurs » permet de faire une nouvelle alerte. Mais au fond, les familles sont malheureusement souvent au courant de ce qui se passe dans ces établissements. Et donc, je pense que les responsables politiques ne peuvent pas faire semblant de découvrir le sujet. Dire aussi que ces pratiques, elles ne sont pas représentatives de tout l'hébergement des personnes âgées. Le personnel encadrant, le personnel soignant fait un travail tout aussi bon que dans nos hôpitaux, par exemple. Bon, le vieillissement de la population, c'est une grosse tendance de notre démographie, du temps dans lequel on se situe dans notre transition démographique. C'est un grand défi, mais c'est un beau défi parce que c'est le soin qu'on porte à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents parfois.
Donc, il faut bien comprendre que dans les EHPAD, quand on vit de plus en plus longtemps, on a besoin aussi de soins médicaux de plus en plus importants. Et donc, on ne peut pas traiter le grand âge et l'autonomie sans penser aux questions de soins. Donc, votre question, elle est tout à fait naturelle. Alors, clairement, dans nos EHPAD, la charge médicale, elle est insuffisante. La Cour des comptes le rappelle dans son rapport public annuel cette année. Sur les 377 000 équivalents temps plein, il y a 1% de médecins. Il y a 11% d'infirmiers, infirmières. Et puis, il y a 33% d'aides-soignants. Donc, c'est clairement insuffisant. Puis, quand on voit le taux d'absentéisme qui est justifié, qui s'explique par la surcharge de travail, quand on voit aussi le taux de rotation, parce que à force d'épuisement, il y a beaucoup de soignants qui raccrochent, eh bien, on a des difficultés dans le travail des équipes. Bon, alors pendant les 5 ans qui se sont écoulés, il y a eu des alertes qui ont été sonnées, il y a eu des rapports, l'excellent rapport de Caroline Fiat, mais aussi le très bon rapport de Luc Broussy. Bon, le vieillissement de la population doit être anticipé et il aurait dû être anticipé. Alors la dernière grande loi, c'est la loi de 2015 d'adaptation de la société au vieillissement portée par Michel Delaunay et François Hollande. Mais la présidence Macron, on attendait dans ce cadre-là la loi grand âge. Alors elle a été annoncée en 2018, vous l'évoquiez, et puis elle a été reportée, puis elle a été abandonnée l'année dernière. Bon, on est en 2022. Et en 2024, on a le Pepi Boom qui va arriver. Donc, on est au pied du mur aujourd'hui. Alors, Anne Hidalgo, elle portera un effort inédit sur la formation et l'embauche. Je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'accès aux soins, mais cela vaut évidemment aussi dans nos EHPAD. En moyenne et dans l'immédiat, il manque 5 aides-soignants et un infirmier dans chaque EHPAD. Ça fait beaucoup de monde. Il manque aussi de médecins coordonnateurs et le médecin coordonnateur, il a un rôle très important pour le travail des équipes dans les EHPAD, et notamment, il peut faire office de médecin traitant. Et quand on voit le nombre de personnes qui manquent de médecins traitants, et quand on sait parfois que parce qu'on n'a pas de médecin traitant, on n'a pas de place en EHPAD, il est indéniable qu'il faut embaucher des médecins coordonnateurs. Après, il faut indéniablement penser aux EHPAD, mais il faut aussi penser au-delà. L'autonomie, c'est pas seulement l'admission en hébergement, c'est aussi le maintien à domicile. Mais il ne faut pas en faire une assignation à domicile, à résidence. Les activités sportives et culturelles, l'animation de la vie sociale, la conception de nos villes et de nos villages, tout ça, ça doit être repensé pour faire leur place aux personnes âgées. Alors, comment on fait ? D'abord, Anne Hidalgo, elle fixe une règle pour toutes les politiques publiques. On intègre une dimension bien vieillir dans la conception des politiques publiques. Ensuite, Anne Hidalgo, elle crée un service public d'accompagnement. Il y a des expérimentations qui sont initiées dans certains départements. Il faut généraliser cette pratique. Ce sera un guichet unique, en fait, qui permettra aux familles et aux personnes âgées dans chaque territoire d'avoir accès à l'ensemble des accompagnements humains, techniques et financiers. Enfin, j'essaierai d'être bref. Anne Hidalgo revalorise l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, pour permettre le soutien à domicile. Très bien. Je vous remercie. Merci. Pour rappel, 85% des Français déclarent vouloir vieillir à domicile aujourd'hui. Julien Audoul, je vous laisse poursuivre sur l'autonomie et le grand âge. Le scandale Orpea qui nous a tous choqués, et plus encore peut-être la crise sanitaire, ont révélé quelque chose que tout le monde savait, mais que personne ne voulait voir, c'est-à-dire le traitement, d'une part, inefficace, voire inhumain, de nos anciens dans certains EHPAD. C'est une réalité qui est une honte nationale. Aujourd'hui, on a un système totalement hypocrite, qui fait semblant, qui fait beaucoup de communication, et quand on va sur le terrain réellement, on observe, et on a eu des reportages totalement infamants. Je me rappelle d'un reportage dans un EHPAD au Jardin des Plantes à Paris, où les résidents étaient laissés à l'abandon, comme des animaux, sans soins, sans suivi, dans le dénuement et la détresse les plus complètes. Donc il faut véritablement s'attacher, il y a un devoir d'humanité et de dignité pour nos anciens. Parce que le système dans lequel nous sommes, qui finalement est un système de la financiarisation, et c'est un système totalement pervers, parce que les coûts ont augmenté pour les résidents et leurs familles. On est en moyenne à 2 000 € par mois et par résident. Les coûts ont augmenté et en même temps, il y a une dégradation du service pour les personnes sous prétexte de financiarisation. Et ce système induit quoi ? Une maltraitance. Il y a 2 types de maltraitance pour nos anciens. Il y a une maltraitance du système, qui n'est pas la responsabilité des soignants, du personnel, qui fait ce qu'il peut avec des ordres qui leur sont donnés. Compter une toilette,
les pépitos et autres, et je dirais le temps dans les couloirs, le temps qu'on va rester avec un résident, avec un patient, tout ça, c'est le système qui l'induit. Et puis, effectivement, des maltraitances qui doivent être condamnées avec la plus grande fermeté. Donc, ce système-là, il faut le revoir. Évidemment que la part de la dépendance va augmenter, naturellement, compte tenu de notre démographie. Il faut y mettre les moyens, mais il ne faut pas laisser les moyens à la loi du marché. Il faut que l'État reprenne le contrôle, dicte les règles et mette les budgets là où il faut. On constate aussi que nos EHPAD ont été sous-dotés depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a 30% des EHPAD qui n'ont pas de médecin coordonnateur, ça a été dit. Il n'y a pas de présence d'infirmiers ou d'infirmières systématique H24, qui est évidemment un manque et induit un abandon et donc une maltraitance des résidents. Et puis, il faut améliorer aussi, pas que les EHPAD, mais le rôle des aidants. Les aidants qui effectuent, il faut bien dire, une mission de service public, carrément. Ils sont des relais indispensables pour permettre à nos anciens d'avoir la meilleure des vies, donc jusqu'à leur terme. Donc Marine Le Pen, elle souhaite véritablement remettre la considération des anciens, la vie des anciens, au cœur du système de solidarité. Et ça passe par des mesures extrêmement claires. Donc l'obligation dans les EHPAD d'avoir un médecin coordonnateur, l'obligation d'une présence d'infirmiers ou d'infirmières 24 heures sur 24. Et concernant les aidants, elle souhaite donc une mesure qui est demandée depuis longtemps, qui est l'allongement du congé de proche aidant à 12 mois. 12 mois donc pour permettre sur la carrière, avec une prise en charge à 100% du salaire au niveau du SMIC, une prise en charge à 80% du salaire au niveau du salaire médian et jusqu'à 50%, donc jusqu'à 3 000 €, ce qui véritablement apportera un suivi, une aide, un soutien donc pour nos anciens à domicile, et puis aussi améliorer, donc passer à 300 € d'aide mensuelle complémentaire pour l'accueil du proche à domicile. C'est tout un système à repenser et qui finalement est un enjeu de civilisation, il faut bien le dire, puisque la part de nos anciens va augmenter. Il faut arrêter de les considérer comme de la marchandise. Il faut arrêter de considérer aujourd'hui ça comme un business. On l'a vu avec des propos totalement disqualifiants. Et il faut véritablement une politique humaine en mettant les moyens nécessaires. Et les moyens, ils y sont. Je veux dire, l'argent, comme disaient les communistes il y a longtemps, l'argent, il y en a. Il suffit juste de faire des priorités. Et les priorités, moi, je préfère qu'on mette de l'argent pour nos anciens plutôt que pour McKinsey, par exemple. Un petit mot sur le maintien à domicile ou pas? Oui, sur le maintien à domicile, vous savez, il y a le maintien à domicile doit toujours être privilégié. D'ailleurs, c'est les personnes âgées qui le demandent la plupart du temps, effectivement. Et donc, l'aide aux aidants permet aussi ce maintien à domicile, le maintien dans la cellule familiale, plutôt que l'abandon quelquefois. Alors, quelquefois, c'est évidemment volontaire. On préfère ne pas, quelquefois, et c'est malheureux, ne pas être une charge pour la famille, mais se couper un peu de sa famille. Et on l'a vu d'ailleurs dans la crise sanitaire, la difficulté, les souffrances dans les périodes de confinement pour aller voir son père, sa mère, son grand-père, etc. On le voit aujourd'hui sur d'autres domaines avec le prix de l'essence où bon nombre de familles ne peuvent pas aller voir leurs parents, leurs grands-parents compte tenu de prix qui sont exorbitants. Merci Julien Audoul pour cette présentation. Éric Alauzet, je vous laisse la parole. Comment on peut transformer le modèle des EHPAD aujourd'hui et puis plus largement sur l'autonomie? On peut sans doute juger le niveau d'élévation d'une société sur l'échelle de l'humanisme à la capacité qu'elle a à être attentive aux plus fragiles. C'est les enfants, c'est les personnes avec handicap et ce sont nos personnes âgées. Et de ce point de vue-là, nos sociétés occidentales, la France, sont plutôt mieux placées que les autres. Et pour autant, on a tous ces problèmes. Je vais pas m'étendre sur le scandale d'Orpea, sans doute que on va voir comment le débat évolue. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est évident. Pour la partie, il ne faut surtout pas généraliser. Parce qu'il y a beaucoup de gens dévoués dans ces EHPAD qui sont attentifs aux personnes âgées, et y compris des directeurs d'établissement, donc ne généralisons pas. Mais en tout cas, quand ça existe, c'est inadmissible, et quand le profit prend le dessus, évidemment, donc on verra, à minima, c'est plus de cahiers des charges beaucoup plus stricts, c'est plus d'implication des familles dans la surveillance, c'est plus de transparence sur ce qui se passe dans les EHPAD, c'est aussi des rendus comptes, et puis c'est peut-être entre le débat, est-ce qu'il faut tout rendre public ou est-ce qu'il faut laisser le système en l'état, c'est ce qu'on appelle les sociétés à mission, avec d'engagement public, qui peut permettre aussi une voie intermédiaire. Alors, vous nous avez interrogé, vous avez fait référence à une statistique, 85% des Français, c'est le sujet principal. Le sujet principal, c'est le domicile. Et effectivement, tous autant qu'on est, et plus on va dans les générations,
plus on voit que les gens, même dans des EHPAD bien, entre guillemets, les gens préfèrent quand même rester à domicile. Donc il faut tout faire pour amplifier ce virage domiciliaire. C'est pour ça d'ailleurs que le budget a été abondé. Il y a 1 milliard d'euros, dont les 3/4, 750 millions, vont à l'amélioration du système de soins ou d'accompagnement à domicile, avec toutes les associations qui œuvrent dans ce système, et 250 millions, j'ai un petit doute, sur la rémunération des soignants, qui ont aussi, enfin des aides à domicile, qui ont bénéficié des fameux 183 € d'amélioration de leur revenu, il faut aussi le dire. Et les 750 millions, c'est pour faire aller aux 22 € par jour. Alors, peut-être les gens qui nous écoutent là ne savent pas trop ce que ça veut dire. Les familles et les résidents savent ce que ça veut dire, 22 € par jour, par heure, pour s'occuper des personnes à la maison. C'est pour harmoniser. Il y avait beaucoup de différences d'un département à l'autre. C'est harmoniser et c'est élevé pour mieux s'occuper de nos personnes à domicile. Et la question des aidants, puisque ça a été évoqué, elle est extrêmement importante. Et un certain nombre de dispositions ont été apportées pour que les aidants, qui sont souvent les familles, puissent avoir un répit, par exemple, ou que des aidants puissent être salariés pour s'occuper à temps plein d'une personne dépendante. Donc tout ça, ça va dans le sens de l'aide à domicile. Et je crois que nos sociétés devront être aussi beaucoup plus résilientes dans la proximité, parce qu'on n'arrivera pas à tout financer. Il faut avoir le courage de le dire, et ça veut dire que le voisinage, la famille, mais souvent éclatée malheureusement, mais le voisinage, on doit créer cette culture dans notre pays. Ça existe un peu plus dans les villages que dans la ville, d'ailleurs. Mais partout en France, on doit s'occuper, s'intéresser, regarder, prendre des nouvelles de nos voisins, leur rendre service, et quand ils sont particulièrement âgés. Alors, après le domicile, les EHPAD. Les EHPAD, il faudra toujours des établissements, sans doute pour des personnes qui seront toujours un peu plus dépendantes. Il faudra les réserver, mais il faut que ces EHPAD évoluent. Déjà, il faut une gamme d'EHPAD très différente qui correspondent à la situation de chacun. Sans doute des établissements plus petits, moins rentables, mais plus petits, et avec des innovations, là encore, le contact avec des enfants, le contact avec des animaux, la sensibilité, l'essence, l'éveil des sens, c'est important quand on vit. L'odorat, par exemple, les odeurs, le toucher, tout ça est extrêmement important quand on vieillit. Donc, il faut beaucoup innover. Il faut des passerelles aussi pour passer C'est pour ça que si on a des établissements où il y a différents niveaux de dépendance, on puisse passer d'un secteur à l'autre, ce qui permet des parcours pour ces personnes quand leur dépendance s'aggrave. Et puis, la formation des personnels, parce que la maltraitance, elle vient parfois du manque de personnel, elle peut venir des problèmes personnels que les uns et les autres ont dans leur vie, mais elle vient aussi parfois d'une insuffisance de méconnaissance du bon geste, et la formation est aussi quelque chose de très important. On a de la famille, bien sûr, terrible. absolument, je suis d'accord. Terrible. On a un plan anti-chute aussi. Ça revient un peu au sport adapté dont on a évoqué tout à l'heure. Garder l'autonomie, garder ses oreilles, son ouïe, sa vue, ses dents et ses hanches, et pas les casser, c'est hyper important. On dit souvent en médecine que la fracture du col du fémur sonne le glas du vieillard, tellement ça peut être grave quand on a 90 ans de se fracturer le col du fémur. Donc c'est extrêmement important. Et puis le financement, je termine là-dessus. Rapidement. Le financement, il faut avoir... Pour moi, c'est une priorité. Alors on a tous plein de priorités, et puis les milliards coulent à flot. Hein. Mais si on doit avoir des priorités pour l'hôpital, je mets en premier, parce qu'il faut avoir des hiérarchies, sinon on n'est pas sérieux. En premier, je mets les 10 milliards, parce que c'est 10 milliards qu'il faut. Mais allez demain, tous ici, là, courageusement, devant nos concitoyens. Alors on dira, il n'y a qu'à faire payer les riches. Comme ça, un claquement de doigts. C'est vrai, hein, n'est-ce pas? C'est pas mal du tout. Mais vous mettrez un peu de temps pour les faire payer, croyez-en moi, qui ai travaillé sur l'évasion fiscale. Mettrez un petit peu de temps. Donc la clé des doigts, ça veut dire qui est prêt à payer plus d'impôts et de cotisations sociales. Il va falloir avoir du courage collectif si on veut le faire. Mais il les faut, ces 10 milliards. Très bien. Merci. Pour l'hébergement. C'est l'hébergement qui coûte cher. Merci beaucoup, messieurs, pour ces propositions à tous. On se retrouve tout de suite pour le mot de la fin. Nous arrivons au terme de notre émission. Avant de nous quitter, je laisse la parole à chacun d'entre vous pour nous présenter les axes forts du programme du candidat que vous représentez en matière de santé et de protection sociale. Alors, vous disposez d'1 minute chacun, messieurs, et pas d'1 seconde de plus. Philippe, Gilles, je vous laisse commencer. Alors d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes présentes de la qualité de notre débat, remercier les mutualités françaises et dire qu'effectivement, nous avons un véritable challenge aujourd'hui, c'est le challenge psychiatrique, parce que les personnes âgées, comme on en a parlé, sont souvent très affectées sur ce point, et nous avons besoin de recruter des psychiatres de qualité pour s'en occuper, notamment dans les EHPAD. Je reviens également sur un dernier point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'obligation alimentaire qui est faite aux enfants, qui souvent impacte les moins qui ont moins de potentiel économique, ce qui effectivement implique la présence à domicile et rentre à ce moment-là en scène le problème des aidants, qui ne sont effectivement pas très aidés comme ils devraient l'être, parce que c'est véritablement consacrer sa vie à une personne
personnes en fin de vie, mais on ne sait pas, évidemment et heureusement, la durée que va durer cette fin de vie. Et moi, j'ai connu comme ça des femmes qui, avant d'être veuves, ont attendu 10 ans avec des hommes, malheureusement, totalement grabataires. Et c'est vraiment dramatique pour que notre pays, qu'on évoque aussi riche, ne puisse pas vraiment prendre en charge tous ces problèmes. Très bien, merci. Merci Philippe Gilles, vous avez été même un petit peu plus court, il vous restait 4 secondes, mais ça nous va très bien. Bon, bah, ça nous va. Léopold de Comté, je vous laisse vous adresser à nos spectateurs et présenter le programme d'Anne Hidalgo. Merci. Bon, la santé, c'est une priorité des Français. Eh bien, ça tombe bien parce que la santé, c'est une priorité d'Anne Hidalgo. Elle est forte de son expérience d'élu local. Elle a démontré une très bonne gestion de la crise sanitaire à Paris en sachant mobiliser les services publics et faire travailler ensemble les acteurs concernés. Politique de santé pour Anne Hidalgo, c'est des politiques pour la santé des Français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une offre de soins sur tout le territoire. Ça veut dire aussi rendre à l'hôpital public sa centralité dans l'offre de soins. Ça veut dire innover dans la prévention. Et avec les mutuelles, j'insiste, puisqu'il m'est donné l'occasion de le faire, de le dire à la mutualité française. Ça veut dire enfin garantir les conditions de l'autonomie des personnes âgées, de bonnes conditions de vie en hébergement dans les établissements, et puis à domicile, avec une adaptation de notre vie civile au grand âge. Merci. Eh bien, merci à vous, Léopold de Comté. Pareil, pas de souci. Vous avez été un peu plus rapide, mais c'est très bien. Julien Audoul, je vous laisse la parole. La crise sanitaire a révélé l'extrême fragilité de notre système de santé. Ce système de santé a été émietté, a été déconstruit, a été affaibli par les politiques d'Emmanuel Macron. En 5 ans, il a supprimé 18 000 lits dans nos hôpitaux. En pleine crise sanitaire, il en a supprimé 5 700 lits. Il a suspendu 15 000 soignants lors de cette crise sanitaire, révélant tout son mépris pour nos personnels qui ont été exemplaires depuis le début de la crise. Il n'y a pas de fatalité. D'autres politiques, des politiques sociales, des politiques humaines, et non pas des politiques comptables, peuvent changer les choses. Marine Le Pen mettra 20 milliards d'euros pour soutenir l'hôpital public, dont 10 milliards pour revaloriser les salaires. Marine Le Pen aidera les proches aidants et mettra 2 milliards d'euros sur la table pour allonger donc, les proches aidants, la durée du congé des proches aidants. Marine Le Pen favorisera aussi l'implantation des médecins partout pour qu'il n'y ait plus de déserts médicaux dans notre territoire. Il n'y a pas de fatalité, il y a un remède, il y a un vaccin, c'est le bulletin de vote Marine Le Pen. Eh bien, parfait, 1 minute pile poil. C'était parfait. Éric Alauzet, je vous laisse 1 minute pour nous présenter votre programme. Merci. Moi, je vous invite à garder de la mesure par rapport à ce que vous estimez avoir été fait et par rapport à ce qui vous semble nécessaire pour la suite. On entend beaucoup d'excès, beaucoup d'outrances, et je pense qu'il faut garder de la mesure. Notre hôpital, pendant la crise Covid, a été extrêmement résilient, et on le doit simplement au professionnalisme des soignants qui ont fait leur métier en toute conscience et en toute foi pour ces patients qui les accompagnaient. Beaucoup de choses ont été faites pendant ce mandat. Je vous invite à le regarder de près en lisant les programmes, et nous poursuivrons parce que notre système de santé, il fait partie des priorités avec l'éducation et la santé. La santé et l'éducation sont les priorités d'Emmanuel Macron. Et ce que nous souhaitons sur ces 2 chantiers, c'est vous associer l'ensemble des professionnels, la communauté de santé, la communauté éducative, pour qu'ensemble nous trouvions des solutions pour que l'hôpital trouve plus d'autonomie, pour que l'hôpital travaille avec la ville, et enfin pour que nous résolvions ce problème crucial de la fin de vie et aussi du financement de l'hébergement dans les EHPAD, pour lesquels nous avons constaté des scandales. Merci beaucoup, Éric Alauzet. Arnaud Guvenatam, je vous laisse la parole. Il est temps de dire stop. Stop aux logiques libérales, aux logiques comptables. Il est temps de dire que nous sommes pour le 100% public. Nous l'avons dit. Les soins remboursés à 100% pour les soins prescrits. Nous sommes pour une réforme de l'hôpital, un investissement de 20 milliards d'euros pour permettre de recruter et de réouvrir des services d'urgence, des services de maternité, tout ce qui nous permettra d'avoir effectivement une égalité de traitement sur le territoire. C'est un grand plan d'autonomie pour rendre de la dignité à nos personnes âgées. C'est donc une rupture complète avec 40 ans, parce que ça a commencé dans les années 80, de mise en concurrence des établissements, de financiarisation de la santé. Le 10 avril, vous avez la possibilité historique de pouvoir mettre en place un vrai service public de la santé et de rendre la santé prioritaire et rendre la fierté de ce qu'était notre modèle social et notre modèle de santé. Donc le 10 avril, je vous invite toutes et tous à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé à cette émission.
Je vous invite chez vous à vous rendre sur le site placedelasante.fr et sur le site de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Vous y retrouverez le décryptage des programmes des candidats à l'élection présidentielle. N'hésitez pas à suivre la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de leur actualité. Et moi, je vous remercie et vous dis à bientôt.